Bonjour à tous. Alors, c'est bon, on a démarré. Alors, bonjour à tous, Alexis Adouane. Moi, je suis journaliste pour Mustang Cities. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour suivre notre webinaire que nous avons intitulé Une nouvelle ère des mobilités urbaines, point d'interrogation. Alors, notre webinaire s'inscrit dans le cadre d'une journée de conférence qui est organisée par Mustang Cities, on a appelé Mustang Cities e-Sync, et qui est dédiée aux transitions urbaines. Donc avec quatre ateliers le matin, une plénière et 4 ateliers l'après-midi, ainsi qu'une plénière en conclusion. Alors, je remercie en particulier les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Mireille Appelmüller, qui est la directrice de l'Institut pour la ville en mouvement au sein de Vélécom. Camille Combe, vous êtes chargée de mission à la Fabrique de la Cité et auteur d'un rapport sur le financement de la mobilité décarbonée, sur lequel on va revenir, donc publié fin mai 2020. François Gatineau, vous êtes président de Mobilise et expert en mobilité électrique. Bonjour. Bonjour. Julien Barry, vous êtes directeur du développement de BYD France. Et Jean-Baptiste Gervais, vous êtes adjoint au maire de la ville de Strasbourg, en charge des mobilités et vice-président du club des villes et territoires cyclables. Alors, donc quelques petites précisions techniques. Donc j'ai avec moi le modérateur Benoît Barbedette, directeur de la rédaction de Mustang Cities, qui va prendre vos questions et on gardera un petit temps à la fin pour traiter les questions, sachant qu'on a 2 heures devant nous, donc le sujet traité, on va aller vite. Alors, donc je rappelle simplement aux intervenants de ne pas interagir tous en même temps dans les documents qui seront présentés. Et voilà, donc on va traiter le sujet en 2 parties. D'abord, les impacts. Alors oui, le modérateur de Bernadette nous dit qu'on a 1h30, on va garder 30 minutes pour les questions. Voilà. Effectivement, c'est important de le préciser. Donc, une partie sur les impacts, un petit peu revenir sur les impacts de la crise sur les mobilités urbaines, et aborder dans un second temps l'après-crise, parce que c'est vraiment le sujet de notre e-Sync aujourd'hui. Alors, écoutez, je pensais commencer par vous, Julien Barry. Dans le domaine des constructeurs de bus, comment vous avez vécu la crise? Quels ont été les impacts? Alors, chacun présente aussi sa structure, si vous le voulez bien, au début de la présentation, et ensuite revenir sur les impacts de cette crise. Je vous passe la parole. Bonjour tout le monde, donc Julien Barry, je suis en charge du développement commercial pour BYD France. Donc BYD, c'est une entreprise qui a été créée en 95, qui est basée à Shenzhen, qui est un spécialiste de batterie, initialement parlant. Donc BYD s'est développé avec le développement autour de la batterie, d'abord dans la téléphonie mobile, et puis dans la mobilité avec des véhicules hybrides, des voitures, et puis toute une gamme de produits dans le véhicule industriel notamment, parce qu'aujourd'hui BYD fabrique aussi bien des camions, des autobus, des autocars, des chariots élévateurs et tout autre type de véhicule. Voilà, moi j'ai toujours tendance à dire tout ce qui a des roues, BYD l'électrifie. Et donc BYD a pu, donc voilà, là vous avez sur au niveau des documents, donc les produits BYD. Donc ça c'est l'autobus 12 mètres qui tourne sur Beauvais. On en a également sur Orléans, puis dans divers pays d'Europe, pays du Benelux, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni aussi. Et donc BYD a vraiment une stratégie de développement à l'international. Aujourd'hui, on est une entreprise mondiale, 250 000 employés, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent sur l'ensemble des continents. Et donc, comme je l'expliquais, BYD a vraiment une stratégie d'implantation locale avec la mise en place de sites industriels pour adapter au mieux ses produits. Donc, BYD a l'habitude de grandes collaborations industrielles. BYD aujourd'hui collabore en Chine avec le groupe Daimler, avec une voiture électrique qui est développée par les 2 groupes. BYD a créé très récemment une joint venture avec Toyota pour développer de nouvelles batteries pour les voitures électriques. Et BYD a aussi une collaboration industrielle en Europe avec Alexander Dennis, qui est un carrossier britannique, pour tout le marché du Royaume-Uni. BYD est aussi installé, donc existe en Europe depuis 1998, donc il y a une longue présence sur le continent européen, avec le siège à Rotterdam,
initialement mis en place pour la fourniture de batteries pour la téléphonie mobile. Puis les sites ont évolué. Vous avez le site en Hongrie, qui initialement parlant était un site industriel dédié à la batterie. Et pour Nokia principalement, et bon, Nokia ayant arrêté ses activités en Hongrie, notamment avec le développement du smartphone, etc. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans la téléphonie. BYD a souhaité continuer son implantation et donc convertir ce site en site de fabrication d'autobus électriques. Et aujourd'hui, c'est un site qui a une capacité de production de 400 véhicules annuels. Et BYD a également mis en place en 2018 une usine d'assemblage à Beauvais, donc dans le nord dans les Hauts-de-France, pour l'assemblage final de ces bus pour la France, mais pas que, parce que c'est un site aussi, tous nos sites sont des sites en Europe, sont des sites européens, et donc rien n'interdit que ce site soit également utilisé pour l'assemblage final d'autres véhicules sur l'Europe. Et puis donc pour noter aussi les progrès de BYD sur le marché européen, aujourd'hui il y a plus de 1000 véhicules en exploitation ou en commande sur l'Europe. Et dernièrement une très grosse commande pour les Pays-Bas, pour la communauté dans l'Oudaglo là-bas d'Eiselwerth, pour la fourniture de 250 autobus électriques. C'est la plus grosse commande ferme pour des autobus électriques en Europe à ce jour. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur BYD. Il y en aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Et donc pour répondre à votre question sur l'impact de la mobilité, enfin, de la crise actuelle, en tant qu'industriel, forcément on est impacté par déjà les délais de livraison, étant donné que tous les sites étaient fermés, et nous on a vécu la crise de manière internationale, c'est-à-dire BYD étant présent dans tous les pays du monde. On l'a vécu dès le début, on a vécu le démarrage en Chine dès le mois de janvier. Donc nous, dès le mois de janvier, on appliquait des gestes barrières au sein de l'entreprise. Il y avait un protocole très drastique pour notamment ceux qui revenaient de Chine. Il y a eu des impacts sur les délais de livraison, même si on a réussi on va dire par la multitude de fournisseurs qu'on a un peu partout dans le monde, on a réussi à chaque fois à trouver des solutions pour ne pas impacter. Être impacté autant que faire se peut, mais il y a eu forcément un impact sur les délais, sur les fournisseurs, des fournisseurs qui au fur et à mesure ont fermé, on va dire, par rapport au confinement. Donc on a été, c'est surtout à ce niveau-là qu'on a été impacté à court terme, mais après je pense que l'impact, on parle en ce moment, on parle souvent de deuxième vague. Enfin, nous on a cette crainte justement que la deuxième vague soit surtout économique, parce que faut pas oublier aujourd'hui que les collectivités sont financées, en tout cas en France, par le versement transport. Et le versement transport, c'est une taxe sur les entreprises. Donc si vous avez de plus en plus de faillites d'entreprises liées aussi à cette crise, forcément les moyens, on va dire, le financement va être impacté. Et si le financement est impacté, donc nos clients vont l'être, et les commandes, le volume, on va dire, de véhicules commandés et d'investissement risque soit d'être annulé, d'être baissé, d'être reporté. Et l'impact, on va l'avoir, je pense qu'on le verra l'année prochaine, surtout dans les prises de commandes de véhicules. Et forcément, ça va nous impacter nous, en tant qu'industriels. Il faut pas oublier que derrière nous, il y a une multitude de fournisseurs aussi. Je prends par exemple, pour prendre des fournisseurs qui parlent à tout le monde au niveau du marché français, vous avez Compin, par exemple, qu'on monte en tant que siège, pour les sièges, basé à Évreux. Vous avez Gerflor pour les tapis de sol. Vous avez Actia pour les tableaux de bord. Enfin, je vais pas citer tous les fournisseurs, mais un autobus aujourd'hui, c'est une multitude de fournisseurs. Et donc forcément, l'impact, on le verra et on le constatera, je pense, en 2021. C'est ce que vous disiez, en effet, il y avait un impact sur l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des métiers autour, effectivement. Alors, vous, François Gatineau, vous vouliez présenter votre structure et nous dire quels ont été les impacts dans le déploiement des bornes de recharge. Alors, on reviendra plus tard sur l'annonce de 100 000 bornes de recharge avancées d'un an, l'objectif de 100 000 bornes de recharge avancées d'un an par le président de la République Emmanuel Macron. Mais déjà, quels ont été les impacts sur les demandes de raccordement, sur le déploiement de bornes électriques? Alors, bonjour à tous, moi je suis François Gatineau, président de Mobilize. Mobilize est une société de conseil qui accompagne les projets
de mobilité électrique des entreprises, des collectivités, entreprises de petite taille jusqu'à grosse taille. Et notre travail consiste à mener des projets de la phase amont jusqu'au déploiement final. Donc ça peut être sur une partie du projet ou sur la totalité du projet. On intervient auprès de grands groupes énergéticiens, de distributeurs électriques comme Enedis, comme aussi des collectivités territoriales, régionales, et aussi sur des positionnements d'entreprises qui sont en train de proposer des offres au marché pour organiser cette mobilité électrique qui n'est pas que fournir des voitures avec des batteries ou avec des piles à combustible alimentées en hydrogène, mais c'est aussi toute une infrastructure derrière, c'est tout un tas d'usages qui doit changer, c'est tout un tas de métiers qui doivent aussi évoluer, puisque c'est pas la même façon d'utiliser ces véhicules, ce sont des nouveaux services. Et puis il y a aussi la maintenance qui est différente, c'est pas les mêmes composants. Donc il y a un bouleversement assez fondamental de la filière automobile et de la filière infrastructure qui supporte ces automobiles. Et donc on intervient pour ces projets pour pouvoir les réussir. Si vous voulez bien passer le document que je vous avais envoyé. Donc en fait, on part d'un contexte où il y avait déjà juste avant la crise tout un tas de mesures qui étaient prises pour faire changer les choses. Et donc là, c'est une image d'avant la crise Covid où on peut voir des choses qui sont assez tendancielles et qui peuvent nous éclairer. C'est une étude qui est tirée du CEREMA. Donc CEREMA, c'est une entreprise publique que beaucoup d'entre vous connaissent qui appuie les collectivités, et qui avait fait donc une étude enquête transport qui était sur 58% de la population française, donc déjà de façon assez significative, et qui permettait de voir par type de localisation en Île-de-France et hors Île-de-France. C'est bien séparé puisqu'il y a une problématique de concentration très forte en Île-de-France qui change la donne, et on sait très bien que chaque territoire est très différent selon les usages. Et donc on voit que notamment sur la première colonne, la colonne très urbaine, on voit que les comportements sont finalement assez différents et que en dehors de l'Île-de-France, la voiture est majoritaire, mais en Île-de-France, elle ne l'est pas. Et en Île-de-France, on a plutôt un tiers de transport en commun et une forte majorité de modes actifs. Alors, quels sont les modes actifs? Beaucoup d'entre vous connaissent ce que ça veut dire, mais pour rappel, ce sont tout ce qui fait marcher votre corps, beaucoup ou peu, donc ça peut être les véhicules assistance électrique, donc les vélos, les trottinettes, les gyropodes, mais ça peut être aussi votre vélo, votre bon vieux vélo, votre trottinette sans assistance électrique, enfin tout ce qui va faire un petit peu consommer de la calorie. Voilà, et donc on voit cette forte majorité, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours cette sensibilité de voir que les modes de transport finalement sont assez différents et répartis d'une manière pas évidente comme ça quand on les prend ou quand on les ressent. Donc cette crise avait mis en place, enfin juste avant la crise, il y avait eu la mise en place d'un certain nombre de mesures. Elles ont été accélérées. Il y a eu pas mal de décrets qui ont été passés pendant cette période. Donc l'administration a continué son travail intensif sur les changements, et donc elle sert beaucoup dans ce qu'on va voir aujourd'hui sur les changements au niveau de la mobilité urbaine. Alors quand on parle de mobilité urbaine, il faut voir le transport de biens et de personnes, d'un point A à un point B évidemment, mais il est important de voir que la partie transport de biens est aussi fondamentale dans cet écosystème. Donc globalement, on sait que le transport, c'est une grosse partie des gaz à effet de serre, pardon. Donc on indique que c'est dans les villes, c'est 50% des GES, donc c'est une partie importante, et agir dessus, ça peut avoir un impact. Donc les politiques qui sont menées en national, en local, voire même au niveau européen, sont beaucoup dans le sens où on va complexifier l'accès, on va limiter le stationnement, on va limiter l'usage de véhicules qui justement génèrent trop d'émissions. Ça, c'est ce qu'on voit. Et un certain nombre de dispositions, d'articles de loi, voire même de mise en place d'arrêtés, viennent limiter tout ça. Donc on a eu le vote juste avant Noël de la loi d'orientation des mobilités,
qui est un paquet finalement de mesures autour des mobilités, et certaines d'entre elles touchent très fortement les villes. Donc c'est par exemple les zones à faible émission de mobilité. Non, voilà, je reste dessus, bien sûr. Voilà. Donc là, pour toutes les communes, et c'est appliqué pour toutes les communes qui auront la mise en place d'un plan de protection de l'atmosphère. Certains connaissent l'acronyme peut-être qui s'appelle PPA. Et donc, toutes ces communes qui ont finalement des problématiques de pollution mettront en place des ZFEM dans les 3 ans à venir. Donc, ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que la plupart des véhicules qui ont des niveaux critères trop élevés ne pourront plus circuler. Donc, ça change beaucoup de choses, tant dans le transport des biens que des personnes. On a aussi au niveau de l'Union européenne des changements majeurs que l'on ne voit pas tous, mais qui vont avoir des effets. L'Union européenne est en train de réviser une directive qui s'appelle l'AFID. C'est une directive pour les nouveaux modes de carburation. Et donc, le révise dans le sens où la part de la mobilité bas carbone est fortement accélérée. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs qui, justement, renforcent le zéro émission. Et tout ça pour atteindre les objectifs de décarbonation suite aux accords de Paris qui disent qu'en 2050, on est sur une décarbonation très, très forte. Il y a aussi, pour tout ce qui est transport de marchandises, une directive qui s'appelle la directive Eurovignette qui suggère, sur la mise en place de péages routiers, le fait que le prix soit lié à l'émission de CO2 des camions, et avec des variations de prix à la baisse pour les flottes les plus vertueuses. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui sont très importants et qui rentrent en ligne de compte. Alors, ce qu'on a vu pendant cette crise, c'est que finalement, les installations d'infrastructures de recharge qui étaient en extérieur se sont poursuivies, parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses à faire. Et puis, l'arrivée des véhicules électriques nécessite forcément infrastructure de recharge. Et donc là, il y a eu une continuité et l'accélération s'est poursuivie. Néanmoins, tout ce qui est installation dans les résidentiels collectifs, voire les maisons individuelles, pour ce qu'il y en a dans les villes, c'est forcément ralenti. Et donc là, il y a beaucoup de dossiers en attente et donc nécessité d'avancer là-dessus. Donc là, il n'y a pas eu vraiment d'intention de pause, c'est juste plutôt des moyens physiques qui ont fait que ça a été limité. Et donc, ça repart là depuis le déconfinement d'une manière beaucoup plus rapide. Et on a vu, mais on en reparlera tout à l'heure, qu'avec les nouvelles annonces et l'accélération voulue de la mobilité électrique, il y a des tas de choses qui s'imposent, il y a des tas d'obligations, notamment tous ces nouveaux métiers qui apparaissent, qui font qu'il va falloir travailler sur les changements de compétences des personnes qui travaillent actuellement sur les véhicules thermiques, dans toute la chaîne, et qui doivent travailler maintenant sur des véhicules qui sont d'un nouveau type, d'un nouveau usage. Donc tout ça est très fort et s'accompagne en plus de plans de mobilité d'entreprise qui s'accélèrent. Il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont démarré ça il y a quelques années, mais ça continue et ça s'accélère par une volonté aussi du législateur d'accélérer. Et donc là, ça veut dire que beaucoup de sujets sur la transformation des flottes, le verdissement des flottes, se met en route, et donc il faut l'organiser d'une manière homogène. On y reviendra, c'est un sujet qui est de la deuxième partie. Voilà. Alors mentionner la logistique, ça fera aussi l'objet d'un webinaire cet après-midi qui sera animé par Benoît Barbedette. Alors j'aimerais avoir la vision d'un élu, Jean-Baptiste Vernet, sur les impacts de la crise sur les mobilités à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Alors oui, je peux parler de Strasbourg. Je pense que ça ressemblera aux enjeux de beaucoup de villes en France, sachant qu'on était quand même, pour le coup, dans l'épicentre, enfin un des épicentres de diffusion du virus. Mais ce qu'on a vu apparaître assez tôt à la préparation du déconfinement, c'est un risque au final de retour en arrière par rapport à 30 ans de politique de mobilité innovante à Strasbourg, puisque pour présenter Strasbourg en quelques mots, au-delà de la ville en tant que telle, sur les politiques publiques de mobilité, on est reconnu comme étant pionnier à la fois sur la place du vélo en France depuis plusieurs dizaines d'années et aussi sur les mobilités urbaines en général, avec le
tramway qui a été réintroduit, un grand succès. Et donc le risque au déconfinement, c'était qu'avec les règles de distanciation physique, avec aussi la crainte de côtoyer des gens dans des milieux fermés et collectifs, eh bien, il y a un recul historique des transports en commun dans les villes et à Strasbourg notamment, et qui est aussi un avantage à la mobilité individuelle sur la mobilité collective, ce qui est, j'y reviendrai, pas forcément un problème si on considère l'enjeu du vélo, par exemple. Et donc, un des risques qu'on avait, c'était cette fréquentation des transports en commun, sachant que on ne pouvait pas maintenir une offre dans les mêmes conditions qu'auparavant, de la même manière que les autres villes. On était pendant le confinement à une offre qui était maintenue à un niveau de service de 40% pour répondre à une fréquentation qui était à hauteur de 20% de la fréquentation habituelle. Et au moment du déconfinement, on a redéployé l'offre à hauteur de 80% pour répondre là à une absorption de 30% de la fréquentation habituelle des transports en commun, donc une offre quasiment à la normale, d'ailleurs revenue à la normale, mais qui n'accueille pas autant de passagers qu'auparavant. Et donc la question, c'était de savoir où est-ce que ces flux allaient se reporter. On a aujourd'hui un petit peu de recul, mais à mon avis pas assez pour pouvoir vraiment analyser les statistiques et notamment les chiffres de trafic que j'ai exposés et qui sont projetés ici. Mais ça donne quand même quelques indications. La première, c'est que sur le trafic voiture, vous le voyez avec deux données qui sont à la fois le trafic en entrée de ville, c'est-à-dire quels sont les véhicules qui rentrent dans le cœur de métropole, et puis le trafic sur la 35, c'est le trafic sur l'autoroute urbaine qui traverse Strasbourg. Et ce que vous voyez, c'est que très régulièrement, et surtout sur les dernières semaines, enfin à partir du déconfinement, le trafic est quasiment revenu à la normale. Mais on est encore aujourd'hui sur un trafic en entrée de ville qui est inférieur de 8 à 10% à ce qu'il était auparavant, parce qu'il y a aussi moins d'activité dans la ville et notamment moins d'activité commerciale et moins de fréquentation de l'extérieur, et un trafic sur l'autoroute par contre qui est complètement revenu à la normale, alors progressivement, mais qui aujourd'hui sur la dernière semaine et sur les chiffres du 23 juin, on est vraiment sur des chiffres qui sont à la normale par rapport à d'habitude. Donc sur la voiture, on est progressivement revenu à la normale. Si je passe au vélo, on a des chiffres qui sont difficiles à interpréter, à mon sens, parce qu'il y a des enjeux de météo, mais aussi de mesurer quelle est la part du télétravail ou autre, et quels sont les motifs de déplacement. Donc, je ne pourrais pas avoir d'interprétation définitive des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que le vélo a redémarré beaucoup plus fort que la voiture au tout début. Donc, il y a eu vraiment un effet vélo qui s'est ressenti dès la fin du confinement. Et aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont certes supérieurs à ce qu'ils étaient en mars. C'est ce que vous voyez sur le graphique. C'est sur deux pistes cyclables qui sont alors la première, rue de Vienne, qui est une des plus fréquentées de Strasbourg, et la deuxième, rue du Doubs, qui est une pénétrante dans le cœur de métropole, donc qui n'est pas la plus fréquentée, mais qui est quand même une piste emblématique et qui peut servir de repère. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une augmentation très forte du vélo au déconfinement, et qu'aujourd'hui on est plutôt sur des statistiques qui sont normales, voire un peu à la hausse, mais c'est difficile à mon avis d'expliquer concrètement à quoi est due cette hausse aujourd'hui, et il faudra voir avec des données plus qualitatives que des boucles de comptage dans le sol, hein, au-delà du quantitatif du nombre de vélos qui passent. Il faudra voir quels sont les motifs de déplacement et surtout d'où viennent les nouveaux usagers du vélo. Est-ce que c'est des usagers qui viennent des transports en commun? Est-ce que c'est des usagers qui viennent de la voiture ou autre? Ce qu'on présuppose pour l'instant, c'est quand même que les transports en commun n'ayant pas encore connu un retour à la normale au niveau de la fréquentation, et vu qu'il y a une popularité plus importante de la mobilité individuelle sur la mobilité collective, notamment à cause des contraintes sanitaires, on suppose que c'est les transports en commun et les usagers des transports en commun qui se sont reportés vers le vélo. En termes de prospective, il y a deux éléments à mon avis. Le premier, c'est que ce qu'on constate à l'usage à Strasbourg, mais c'est le cas aussi dans d'autres grandes villes en France, c'est que quand les gens se mettent à faire du vélo, ils continuent à faire du vélo. C'est-à-dire que le plus important pour une politique vélo, c'est le changement d'habitude et le fait d'essayer le vélo.
parce qu'une fois qu'on a essayé, pour des questions d'efficacité, de coût, du fait que ce soit agréable aussi et bon pour la santé, les gens font du vélo au quotidien une fois qu'ils ont essayé. Ce qui est difficile, c'est de changer d'habitude et de se libérer, par exemple, de la voiture, mais on constate que la pratique, elle s'ancre dans le temps. Donc, si on a gagné des nouveaux usagers, je pense que ces usagers, ils resteront et ils nourriront une part modale du vélo qui sera encore plus importante à Strasbourg et dans les autres villes de France. C'est le premier point. Et le deuxième point, pour finir, sur lequel on n'a aujourd'hui pas assez de recul, c'est quand même comment vont évoluer les transports en commun et quels sont les risques et les opportunités d'une éventuelle baisse de la fréquentation des transports en commun. Si on arrive avec une évolution progressive et un retour à la normale progressif, je le dis au hasard, mais si par exemple il y a 10% de fréquentation en moins sur les transports en commun à Strasbourg à terme, qu'est-ce qu'on fait de ces 10%? Est-ce que c'est une baisse d'investissement dans le réseau de transport en commun et un réseau de transport en commun auquel on apportera moins de soins, qui sera moins attractif, et puis on profitera de la baisse de la fréquentation pour baisser le service et faire des économies sur cette politique publique? Ou est-ce qu'au contraire, on profitera de cette baisse-là pour gagner des nouveaux usagers et faire fonctionner le réseau différemment? Je pense par exemple aux heures de pointe. Je parlais du réseau de tramway de Strasbourg qui est reconnu. Il est reconnu, mais aujourd'hui, il arrive à saturation. Et on a par exemple sur un des nœuds centraux du réseau, à la place de l'Homme de Fer, plusieurs lignes qui se rasent, un tram toutes les 20 secondes qui est en mouvement, et des trams qui sont bondés. La question, c'est est-ce que entre la baisse de la fréquentation et le fait que les gens fassent du télétravail, qu'on réfléchisse à avoir des horaires décalés, est-ce que ça permettra de faire fonctionner le réseau différemment, d'optimiser le fonctionnement du réseau et d'accueillir des nouveaux usagers? Mais on a perdu votre flux vidéo, simplement pour vous prévenir. D'accord. Vous m'entendez encore? J'avais fini là. Ouais. D'accord. Ok. Alors justement, j'avais posé la question du financement à Camille Combes. Donc, alors les associations d'élus telles que le GARD, TP, ont alerté sur la crise et le très fort impact sur les transports en commun. Donc on parle de 2 milliards d'euros de pertes de version de transport, 2 milliards d'euros de pertes de recettes tarifaires. Pour vous, quels ont été les impacts de cette crise sur ce segment-là, sur le financement de la mobilité? Est-ce que la situation est vraiment grave? Est-ce qu'on risque des arrêts de services tels que c'est évoqué? Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Ouais, merci pour la question. Alors, quelques mots déjà sur la structure que je représente. Donc, je travaille à la Fabrique de la Cité, qui est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. C'est un think tank qui a été créé il y a maintenant 10 ans à l'initiative du groupe Vinci. On va travailler sur plusieurs sujets. Donc, je suis en charge des projets mobilité, mais on va aussi travailler sur des questions relatives au bâti, à la construction, aux énergies, bien sûr, à l'effet du numérique sur la ville et aussi à la transformation des usagers. Alexis, vous le disiez en introduction de ce webinaire, on a effectivement publié un rapport sur le financement de la décarbonation de la mobilité. Et pour revenir à cette question, je pense que effectivement, il y a une crise actuellement qui est liée à l'épidémie de Covid. Et c'est pas uniquement une crise du financement de la mobilité, c'est une crise un peu plus large. Voilà, on en a parlé déjà au cours des précédentes interventions. Je pense que on peut distinguer plusieurs crises à plusieurs termes. Je dirais que à court et moyen terme, effectivement, on a vu déjà qu'il y avait une crise autour du report modal et d'un risque massif d'un report modal vers l'automobile, notamment. Alors, dans une moindre mesure vers le vélo, mais là, c'est plutôt une opportunité, mais il y a plutôt un risque au niveau d'un report modal vers l'automobile. Il y avait une étude qui était parue assez récemment auprès des usagers des transports de Toronto qui indiquait que près du tiers des usagers des transports de Toronto n'étaient pas prêts à reprendre les transports si un vaccin n'était pas trouvé. Donc, il y a vraiment un sujet aujourd'hui qui est une crainte finalement, une peur peut-être de la densité d'usage, une peur de contamination ou de transmission qui aujourd'hui constitue un frein à une reprise, je dirais, totale des transports collectifs. Donc ça, je dirais que c'est le premier enjeu. C'est un enjeu plus ou moins à court et moyen terme en fonction du moment où on a un vaccin, qui est l'enjeu du report modal. Ensuite, le corollaire de cet enjeu de report modal et surtout d'une reprise qui c'est une reprise majoritairement automobile, c'est bien sûr un sujet
pollution et de carbonation de la mobilité, on le voit aujourd'hui, il y a un article qui est paru aujourd'hui à Paris sur le fait que la reprise de la pollution à Paris était plus importante que partout ailleurs en Europe. On voit directement l'effet effectivement de cette crise sur une reprise de la pollution. Et effectivement, Alexis, vous le disiez, il y a une crise, alors qui n'est pas liée au coronavirus. Je pense que le coronavirus n'a fait que la mettre en lumière et exacerber ses effets, mais il y a une crise financière qui était, je dirais, chronique aujourd'hui dans les transports. Alors, c'est pas que pour la France, c'est une crise qui est chronique à l'échelle mondiale, mais que cette crise, effectivement, vient exacerber de deux manières. La première, vous l'avez dit, c'est effectivement une baisse de la fréquentation des transports. Alors, en France, on a une part relativement minoritaire du financement des autorités organisatrices de mobilité qui vient des usagers. C'est en moyenne un quart des revenus des autorités organisatrices de mobilité. Et effectivement, la deuxième crise importante, et Julien Barry le disait, c'est cette perte et cette baisse du versement mobilité due à la crise économique. La lettre du GARD va effectivement dans ce sens, c'est-à-dire demander un plan de sauvetage des transports collectifs, faute de quoi on risque d'avoir une discontinuité d'un service public qui est essentiel aujourd'hui pour assurer le fonctionnement des transports collectifs, qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale des mobilités de bien des villes. Je prendrai d'autres exemples, peut-être aussi internationaux, parce qu'on a une vision très franco-française peut-être du sujet, mais pour voir que ce sujet il est à l'échelle mondiale aussi. À New York, par exemple, vous avez une baisse, une chute de entre 80 et 90% de la fréquentation des transports collectifs. Il a été le métro a été vu à un moment comme un cluster de transmission parce que bondé et surutilisé, et on a eu un report modal massif vers le vélo d'une part, mais aussi et surtout vers l'automobile. Et assez récemment aussi, donc l'association des autorités organisatrices de mobilité américaines a, je dirais, fait le même message que le GART, la même mise en garde que le GART, qui était que d'ici à la fin de l'année, donc fin d'année civile 2020, de nombreuses autorités organisatrices et de nombreux opérateurs de transport aux États-Unis pourraient être en faillite du fait de cette baisse importante de la fréquentation. Et parallèlement, on a aussi des injonctions qui sont assez complexes. Et je prends là encore l'exemple des États-Unis, où vous avez le Center for Disease and Control, donc on va dire une autorité de santé américaine qui aujourd'hui aux États-Unis déconseille aux usagers, enfin en tout cas recommande aux usagers d'éviter les transports collectifs, de si possible se reporter vers le vélo. Mais alors, on imagine bien que le vélo aux États-Unis, c'est pas exactement la même réalité que dans certaines villes en France, mais surtout de se reporter vers l'automobile, et de préférence l'automobile individuelle, et d'éviter le plus le covoiturage. Donc, je pense qu'il y a bien sûr une crise économique, il y a aussi peut-être une crise culturelle autour des transports collectifs et autour de la mobilité en général. C'est qu'on risque, là, à court et moyen terme, de revoir un modèle de mobilité qui est un modèle de mobilité principalement individuel et potentiellement fortement carboné. Et pour, je dirais, peut-être éponger ou en tout cas éviter certains des effets de cette reprise d'une mobilité trop carbonée, effectivement, il va falloir financer de nouvelles offres de mobilité décarbonée, donc bien sûr des transports collectifs, bien sûr tout ce qui va être autour du vélo, de la mobilité électrique également. Et peut-être dernier élément, alors peut-être pour finir sur un point un peu plus positif de cette crise liée au coronavirus, je pense que ce que ça a pu nous apprendre, c'est que historiquement, on a agi sur la gestion des flux de mobilité en agissant sur l'offre. On ajoutait de l'offre, on allait créer, je dirais, ajouter de la fréquence, créer des nouvelles lignes. Là, ce qu'on a appris aussi avec le coronavirus, c'est qu'on allait pouvoir jouer sur un deuxième levier qui est le levier de la demande, et que si on allait vouloir, je dirais, minimiser les pics de fréquentation qui, là, prenaient une toute autre dimension pendant la crise du coronavirus, il allait falloir jouer sur cette demande-là en pratiquant ce que dans le domaine de l'électricité on appelle de l'effacement, c'est-à-dire lisser la pointe. Alors, il y a aujourd'hui en France, c'est, je dirais, assez difficile de le faire autrement que par soit du télétravail, donc éviter un déplacement, soit par, je dirais, de l'encouragement, et ça se fait au niveau au niveau des entreprises. Mais je prendrai là encore un exemple international, celui de Singapour, où cette politique d'effacement de la demande, elle est directement intégrée et, je dirais, adossée
à une politique de tarification dynamique des transports, c'est-à-dire que si on veut encourager les gens à se déplacer plus tôt ou plus tard et hors des pointes, et ben on va leur proposer un tarif préférentiel pour qu'ils se déplacent. Donc c'est aussi, je pense, une réflexion nouvelle qu'amène cette crise du coronavirus, c'est que pour gérer les flux de mobilité, on va, je dirais, apprendre à jouer avec notre second bras, qui est celui de la demande et pas uniquement celui de l'offre. Alors, Île-de-France Mobilité poursuit, il me semble, une expérimentation de lissage des heures de pointe à la Défense, justement. C'est une des solutions avancées, et je pense qu'on reviendra donc dans la deuxième partie sur les solutions que vous mettez en avant dans votre rapport, justement. Mais je voulais terminer sur la partie des constats avec vous, Mireille Appel-Müller, avec une nouvelle manière d'envisager la mobilité. On a vu pendant la crise, par exemple, des ambulances transformées en centres de téléconsultation mobile. Est-ce que vous pouvez nous parler donc, du concept d'hyperlieu mobile qui existe depuis quelques années, mais qui a pu trouver, durant la crise sanitaire, une expression particulière? Voilà, je vous donne la parole. Ah, on n'a pas le son. On a l'image, mais on n'a pas le son. Ah oui, il faut que vous... Ah oui, vous êtes mute en fait. Il faut que vous vous démutez. Ah voilà, je vous redonne la parole. Normalement, voilà. C'est... Voilà. Bon, merci pour l'invitation. Je voudrais, si vous le voulez bien, passer peut-être une petite diapositive de présentation de l'Institut pour la ville en mouvement, qui est une structure intégrée à l'Institut de transition énergétique VDCOM. Je ne sais pas si vous l'avez, Alexis. Un institut de transition énergétique était donc un institut de recherche partenarial privé-public qui est localisé à Versailles et qui travaille avec des équipes de recherche, des partenariats industriels, académiques et territoires sur 3 domaines liés à cette mobilité décarbonée dont on parlera tout à l'heure, l'électrification, la question de la délégation de conduite et des véhicules autonomes et connectés, la connectivité et l'arrivée annoncée de la 5G est au cœur aussi des travaux de VDCOM, et puis une partie plus liée aux usages, au rapport à l'infrastructure et au partage Smart Grid. À l'intérieur de cet institut, qui donc regroupe les universités financées dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, avec vraiment l'objectif de contribuer par de l'innovation et de la recherche à des mobilités dites plus durables, se trouve un écosystème de partenaires dont je vous montre très rapidement la palette, qu'elle soit industrielle, constructeur, opérateur de transport public, monde de la connectivité, des territoires, etc. Alors, l'Institut pour la ville en mouvement, au sein de VDCOM, est une entité un petit peu particulière puisque, en fait, nous avons 20 ans d'existence et que depuis 20 ans, l'IVM travaille sur cette question de la mobilité sous l'angle prioritaire des modes de vie, des mutations de ces modes de vie et de leur évolution reliées aux technologies de l'information, par exemple, et aborde la question de la mobilité, non pas comme une question de transport, on a beaucoup parlé de transport, mais comme une question de société beaucoup plus, j'allais dire, systémique, complexe. Et on a vu que la crise, d'ailleurs, a, j'allais dire, passé de la question de société à la question politique de la mobilité. C'est devenu un enjeu politique majeur et que je dirais que cette campagne des municipales a montré que entre les municipales précédentes et celles d'aujourd'hui, la mobilité est au cœur des débats. Donc, au cœur des débats parce que ça impacte des choix d'aménagement du territoire, de localisation des activités, de rapport à l'habitat, de rapport au travail, toute une série de choses qui nous intéressent. Ça impacte aussi cet enjeu du droit à la mobilité et des discriminations ou des inégalités sociales. Et puis, évidemment, ça impacte notre rapport à l'espace public et au lieu de la mobilité. On voit que autour de ces mobilités, ces modes de transport viennent s'agréger des conflits d'usage, des conflits entre les trottoirs, la rue, etc., qui vont obliger les autorités locales, qui vont jouer un rôle absolument déterminant
à organiser ce qu'on pourrait appeler un nouveau compromis urbain. Temporalité, parce que on parlait tout à l'heure avec Camille du lissage, mais le lissage, c'est aussi les modes de vie, le rapport au temps. Il y a plus de 25 ans, certaines communes avaient inventé les bureaux des temps pour justement essayer de réorganiser les temporalités. C'est pas un peu à la trappe. Peut-être qu'avec les technologies de l'information, la 5G, on pourra parler de chronomobilité comme on parle de chrono-urbanisme, c'est-à-dire de lisser aussi en fonction des temporalités. Et puis, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, ce sont les activités et les services, parce qu'on disait la mobilité tout à l'heure, c'est le transport des biens et le transport des personnes. J'y ajouterai 2 dimensions, c'est le transport, la mobilité, c'est aussi l'information, qui joue un rôle absolument majeur et dont on a vu en période de crise à quel point cette question, la mobilité des informations faisait sens. Et puis, on a rajouté, nous, un 4e champ, qui est le champ des activités. C'est-à-dire qu'il y a un impensé de la mobilité aujourd'hui et dont nous avons l'ambition et la prétention de penser que nous allons mettre à l'agenda ce sujet, ce sont les activités mobiles. Et ces activités mobiles, elles sont de toutes sortes et on les a vues effectivement fleurir, comme diraient les Chinois, largement pendant cette période de crise et partout dans le monde, puisque pour l'IVM, cette question justement des solutions, des innovations, des bricolages, de la créativité a été au cœur de notre travail pendant cette période de confinement. C'est-à-dire que comment nous avons vécu cette crise, nous avons beaucoup travaillé. L'Institut VDCOM aussi, malgré le fait que VDCOM travaille aussi de façon très liée avec des entreprises qui ont été dans des situations de chômage partiel. Nous en avons eu un peu, mais nous avons mis en place une plateforme d'observation internationale des solutions qui ont été mises en place pendant cette période, de toutes sortes, autour des mobilités, mais pas seulement, parce que l'innovation, c'est aussi des formes de sociabilité dans le déplacement, c'est aussi une manière d'organiser les interactions humaines en situation de confinement, et puis c'était tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre. Alors, quelques premières constatations quand même, c'est que cette crise liée à la crise sanitaire, elle a exacerbé des réalités. Elle a permis, j'allais dire, d'enlever vulgairement ce qu'on appellerait des pots de saucisse sur les yeux, c'est-à-dire que les inégalités, elles existaient, on ne pouvait plus les voir. Et on a pu voir que, effectivement, la mobilité, c'était à la fois le problème et la solution. Et que sans mobilité, elle était absolument vitale pour faire vivre nos sociétés et nos villes. C'est que nos villes ont continué à fonctionner partout dans le monde grâce à la mobilité. Sauf que c'était pas forcément la mobilité des mêmes. C'était la mobilité de ceux qu'on ne voyait pas. C'était faire fonctionner les réseaux, les flux, l'électricité, c'était faire fonctionner la logistique, l'alimentaire, l'eau courante, l'assainissement, etc. Et c'est tout un monde social qui a continué à bouger pendant qu'un autre monde soit était en télétravail, soit se retrouvait dans une espèce d'assignation à résidence et dans une situation de précarité augmentée. On a vu aussi qu'il y a une grande diversité, donc on a vu sociale, mais aussi une diversité territoriale de ce rapport à la mobilité. On a parlé tout à l'heure des centres, la densité, le périurbain, etc. Donc effectivement, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure, la ville dense intense, qui est un sujet. Elle était à la fois plus perméable et plus fragile face à la circulation du virus, mais en même temps, c'était la ville que certains appellent la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'aménités et de services étaient beaucoup plus accessibles pour ceux qui habitaient dans des villes très denses. Mais en même temps, c'est là où souvent les plus pauvres qui existent dans les villes denses et dans les centres étaient les plus mal logés. Par ailleurs, dans les quartiers dits populaires, précaires, prioritaires, on a vu des gens qui étaient ceux-là même qui allaient assurer la vie de nos villes, qui étaient amenés à se déplacer avec des services de transport collectif qu'ils ont utilisés sous la contrainte, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, raréfiés et dans lesquels ils se sont entassés un peu dans l'angoisse. Et ils ont fait le travail. Et puis en même temps, ces mêmes habitants des quartiers prioritaires, soumis à la règle du 1 km de confinement, ont vu qu'ils étaient effectivement aussi démunis que les zones rurales ou que les zones dites périurbaines. C'est-à-dire qu'il y a des zones urbaines qui sont éloignées des services, des sanitaires, et services de base essentiels, redécouverts, ne serait-ce que de se nourrir. Et évidemment, le rural et ces zones-là ont été dans une situation très difficile.
Alors, ce qui nous a intéressé, effectivement, c'est d'aller regarder ce qui s'est inventé. Alors, je vais traiter. Ce qui s'est inventé à l'occasion de cette crise, nous, on appelait un petit peu les activités mobiles, qui sont potentiellement des hypervies mobiles, qui sont un challenge technologique pour les constructeurs, pour les services, pour les autorités locales. C'est à la fois des bricolages particuliers et inventifs, et puis à la fois des entreprises qui se sont adaptées, qui ont inventé des solutions, ont fait autre chose que leur métier traditionnel, et puis ces espèces de systèmes où on utilisait la mobilité pour recréer la sociabilité. Hein, c'est les bus qui diffusent des messages en Belgique, c'est les camions rigides de retransmission de la messe en Biélorussie, puisque des rituels avaient besoin de se prolonger. C'est tout à coup, effectivement, le drive-in qui revient en force pour assister à un certain nombre d'événements. Et puis, c'est des technologies qui, tout à coup, étaient au service d'une dimension culturelle du mouvement, qu'on évoquait tout à l'heure, ces véhicules autonomes dans les parcs de Wuhan qui filmaient les fleurs. On a vu aussi tous les systèmes, les véhicules utilisés au service de la santé. Et ça, c'était intéressant. Hein. C'est le paquebot à New York, c'est les trains, les TGV en France qui se transformaient en réanimation. Ce sont aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est des ambulances, de gros opérateurs de transport qui, tout à coup, se sont dit le sujet, dans un moment de crise d'ailleurs du transport sanitaire, c'est peut-être d'amener à la santé aux personnes, d'amener la ville à domicile, hein, comme nous disons, et qui ont transformé les ambulances en cabinet de diagnostic, voire de télédiagnostic, et c'est là où la dimension hyper intervient, c'est-à-dire connectée à distance. Voilà, donc c'est un premier point, donc une expérience paradoxale de la mobilité, des inégalités, et puis le fait qu'il y a une très grande diversité et que les réponses ne peuvent pas être uniformes, et qu'il va falloir prendre acte de l'hétérogénéité de la demande, de la complexité aussi, et des besoins d'adaptation de l'offre à ces nouvelles demandes. Et je pense que là, les villes auront un rôle majeur. C'est le premier point de notre discussion. Alors justement, ça vient conclure donc la première partie sur les impacts de cette crise. On va maintenant réfléchir à l'après. Et je souhaitais commencer cette deuxième partie sur maintenant que faire par une entrée en matière un peu provocatrice à propos de la démobilité. Finalement, c'est un concept qui se répand, qu'on entend de plus en plus, hein, et qui consiste à proposer moins de mobilité, à ralentir les rythmes de vie. Donc, je vous pose la question à tous. Est-ce que ce ne serait pas ça aussi, le futur de la mobilité, c'est-à-dire moins de mobilité, une démobilité? Alors, vous êtes libres tous de répondre à cette question, mais je crois Camille, que justement, on avait eu un échange sur le sujet qui est intéressant, parce que d'emblée, dans votre rapport, vous écartez la démobilité comme quelque chose d'envisageable, parce que vous abordez ça sous l'angle du financement de la mobilité. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la démobilité comme un futur possible de la mobilité, de la nouvelle mobilité urbaine? Ça va être une réponse assez provocatrice aussi, mais peut-être qu'avant d'en penser quoi que ce soit, je pense qu'il faut être d'accord sur ce qu'on entend par la démobilité. Parce que là, on le voit très bien avec la crise qu'on a traversée, on a beaucoup parlé de la démobilité. Je pense que ce qui s'est passé dans cette crise-là, plus que de la démobilité, c'est de l'immobilité. Mireille Appel-Müller le rappelait, la mobilité, c'est pas que du transport, hein, c'est pas que des voitures, c'est aussi des activités. Et là où la démobilité, effectivement, on a une réduction de nos déplacements et de fait une réduction de nos activités. Là, pendant le confinement, ce qu'on a vécu, en tout cas pendant la période la plus complexe du confinement, ce qu'on a vécu, c'était un arrêt de toutes les activités. Donc déjà, je ne suis pas sûr en termes de définition que la démobilité soit de l'immobilité. Ensuite, on a une deuxième définition qui revient souvent lorsqu'on parle de ces sujets-là, c'est une diminution des déplacements subis, et en particulier des déplacements domicile-travail qui sont considérés comme des déplacements contraints. Je pense que ce qu'on peut voir déjà en sortie de crise, alors il faudrait faire un sondage et je pense que ça sera intéressant, mais c'est que des déplacements domicile-travail qui peuvent être perçus comme contraints et subis sont aussi finalement des liens vers des relations socio-professionnelles qui sont assez essentielles. Et on peut poser une question assez naïve, c'est combien de personnes n'ont pas eu à un moment pendant
que ce soit les nombreuses réunions en visioconférence que certains ont dû faire ou les moments où les gens étaient finalement bloqués chez eux sans pouvoir aller à leur travail, combien n'ont pas tout simplement voulu se déplacer pour aller au travail et que finalement des déplacements qui peuvent être perçus comme subis sont aussi un moyen de recomposer avec certaines, je dirais, relations socio-professionnelles. Ensuite, on le voit, il y a un très bon papier qui a été écrit par Aurélien Bigot sur le sujet, sur les déterminants de l'évolution des émissions de CO2 en France depuis les années 60. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation claire entre effectivement la demande de déplacement et les émissions de CO2. À partir de là, le constat qu'on pourrait faire, et ça serait assez simple de le faire, c'est de dire il faut réduire les déplacements. On peut considérer effectivement la démobilité comme un des moyens. C'est ce qu'on, dans un système de réduction des émissions, c'est ce qu'on pourrait appeler le avoid, c'est éviter un déplacement. Donc c'est un levier, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres leviers. Donc le premier, c'est un levier, je dirais, de shift, c'est le report modal, c'est de dire que pour décarboner la mobilité, plutôt que d'éviter un déplacement, on va peut-être reporter le déplacement, donc c'est-à-dire se déplacer autrement. Ça va être réaliser un déplacement en vélo, ça va être de réaliser des transports, un déplacement en transport collectif. Alors après, ça emporte bien sûr il y a besoin d'investissements massifs parce que c'est pas un modèle qui s'applique à tout le monde. Et j'ai vu qu'une question a été passée sur les mobilités dans le périurbain. C'est évidemment un des, je dirais, lieux, un des périmètres dans lesquels il va falloir créer une offre alternative à l'automobile et une offre, je dirais, compétitive face à l'automobile. Il ne s'agit pas de mettre une ligne de bus qui va passer une fois toutes les 30 minutes, mais ça va être de créer un vrai système de déplacement décarboné dans ces zones périurbaines pour avoir une alternative efficace face à l'automobile. Et enfin, je le disais, il y avait le avoid, donc éviter, shift sur le report modal, et le dernier, c'est bien sûr improve, et ça va être l'amélioration. Et on pourra en parler, et je pense que certains en parleront, mais c'est l'amélioration des motorisations d'une part, d'autre part. Mais voilà, ça va être d'essayer de transformer tout ça. Donc je pense que de faire de la démobilité une norme ou la seule solution, je pense que c'est nier la complexité des mobilités. Il y a d'autres solutions possibles. Et au-delà de ça, je ne suis pas sûr que la démobilité soit une inspiration générale pour une majorité de la population. Et on est dans une transition, en tout cas sur la décarbonation, une transition globale qui ne concerne pas que la France. Et donc, il faut aussi prendre en compte les aspirations de certaines personnes à se déplacer tout simplement et de réfléchir à d'autres moyens de décarboner la mobilité. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir sur la question de la démobilité? Ouais, moi je veux bien. Je pense que l'espèce humaine n'est pas faite pour ne pas être mobile. Alors, on a deux jambes. On a évolué comme ça. C'est toujours pour bouger. Sinon on n'aurait pas de jambes. Voilà. Donc de toute façon c'est la façon dont on est et dont on aussi socialement et aussi pour l'interaction, on a besoin de bouger, on a besoin d'aller vers l'autre, pour que l'autre vienne à nous. Dans tous les cas, et pour continuer sur le propos de Camille, ce serait de voir les choses différemment et de dire peut-être qu'il y a quelques mobilités qui ne sont pas bonnes, enfin d'outils pour bouger qui ne sont pas bons, qui ne sont pas adaptés à ce que l'on veut, à ce que l'on est, et qu'il faudrait peut-être pas espérer qu'il y ait un changement modal parce que ça fait longtemps qu'on espère, c'est peut-être être plus strict, plus dire voilà, celui-là, il n'y a pas le droit. Et donc, c'est aussi des politiques qui sont mises en place partiellement et progressivement, mais qui vont dire que finalement, à pas faire les choses, finalement, on arrive à le faire. Et on voit, dans la contrainte, on arrive à s'adapter, on est très fort là-dessus, parce qu'on est doté d'intelligence, et l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Donc, c'est peut-être aussi une voie. Et puis, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Enfin, par exemple, regardons les véhicules. Donc, on parlait d'autosolisme tout à l'heure, qui revient en masse. On a des véhicules qui coûtent super cher et qu'on n'utilise que 5% du temps. C'est une aberration déjà économique et puis existentielle. C'est pourquoi on a ça. Alors, on a un sacré rapport à notre voiture. Je pense que les sociologues peuvent en parler pendant des heures. Et il faut qu'on arrive à faire des choses là-dessus qui soient plus constructives et qui nous obligent à changer nos comportements. Jean-Baptiste Jarnet, vous souhaitiez aussi, là, je vous mets sur la scène, vous souhaitiez réagir sur la démobilité.
Oui, alors avant de donner mon avis, peut-être quelques chiffres à Strasbourg, puisqu'on a eu une enquête ménage déplacement qui a été réalisée en 2019. La précédente était de 2009. C'est des enquêtes assez coûteuses, assez robustes et assez rares, mais qui donnent des indications précieuses. Et ce que nous, on voit sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est qu'on a une hausse du nombre de déplacements quotidiens. On est à 1 870 000 déplacements par jour, mais surtout plus 17% en 10 ans. Donc un phénomène assez important qui est nourri pour moitié par la hausse de la démographie et donc du nombre d'habitants sur le territoire de la métropole, pour autre moitié aussi par l'évolution de la mobilité individuelle, sachant que le nombre de kilomètres est très stable, on est à plus 0,5%, que le temps de parcours de chaque déplacement est aussi assez stable, à 0,2 minutes près, et que la distance moyenne des déplacements, elle est passée de 2,9 km à 3, enfin de 3,3 km pardon à 2,9 km, donc elle s'est raccourcie. Donc on a des déplacements moins longs, avec une distance moins importante, qui prennent à peu près autant de temps. Et donc la question, c'est de savoir d'où vient en fait cette hausse du nombre de déplacements. Et quand on regarde, elle vient surtout de l'augmentation de la mobilité des personnes âgées. Et de la réduction, c'est le même phénomène, mais pas que, du nombre de personnes immobiles. C'est-à-dire que le jour de l'enquête, on a 7,2% de personnes immobiles, alors qu'auparavant, il y en avait 10%. Ça veut dire qu'on se déplace plus dans la métropole. Donc après, pour donner mon avis, on dit sur les déchets que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas parce qu'on n'aura pas à le recycler. Je suis pas sûr que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas, parce que ça peut être souhaitable pour différents motifs de se déplacer. Et je pense que le plus important pour l'organisation d'un territoire, c'est ce qui a été dit auparavant par Mireille Appel-Muller sur la notion de ville du quart d'heure, qui a beaucoup été sur le devant de la scène pendant ces municipales, je pense notamment à Paris. Nous, on parle à Strasbourg, dans le plan local d'urbanisme depuis de nombreuses années, de métropole des proximités. Mais c'est vraiment ça, à mon avis, qui est important. C'est pas tant d'éviter des déplacements que d'avoir des déplacements dans la proximité, qui sont des déplacements qui peuvent se faire avec un transfert modal de la voiture vers les mobilités actives, par exemple, vers des mobilités plus vertueuses. Et donc, peut-être autant se déplacer, mais sur un territoire où toutes les aménités, tous les services, toutes les activités sont à proximité et permettent de se déplacer plusieurs fois dans la journée, mais dans la proximité, au lieu de faire plusieurs kilomètres et de subir des trajets en voiture qui ont des kilométrages importants et qui ont un impact négatif sur l'environnement. Finalement, ce qui ressort de toutes les interventions, c'est que ce n'est pas une démobilité au sens radical du terme, c'est vraiment réduire peut-être certains types de déplacements et optimiser, effectivement. Et alors, Julien Barry, on vous retrouve au bon moment, vous avez perdu un petit l'espace d'un instant. Je voulais vous poser la question de l'avenir de la motorisation et des bus électriques. Donc on voit que pour l'instant, nous avons trois énergies qui semblent, alors vous représentez l'électrique, mais il y a trois énergies qui semblent se mettre en concurrence ou pas, c'est la question justement que je vais vous poser. L'électrique, l'hydrogène et le GNV. Vous, du point de vue d'un constructeur de bus électrique, comment vous voyez est-ce que un futur se profile entre ces énergies? Comment vous voyez un peu cette concurrence entre les énergies? Voilà, je vous passe la parole. Moi, déjà, je ne vois pas vraiment, enfin, même nous au niveau industriel, on ne voit pas vraiment ça comme une concurrence entre les énergies. Vous avez une énergie, vous parlez du GNV, le GNV est présent depuis début des années 90 en France, un peu les transports collectifs en France. Enfin, moi, je peux en témoigner, j'habite la métropole lilloise et depuis très longtemps, Lille a des bus au gaz. C'est surtout, je pense, une question aussi d'avitaillement, de performance technique, technologique. Voilà, je prends un exemple sur de la très longue distance, des autocars de tourisme, par exemple. Tout de suite, en tout cas, on n'a pas les technologies de batterie et les performances nous permettant de faire de très longues distances. Donc, de même que l'électrique ne peut pas répondre à tout, le gaz ne peut pas répondre à tout, et l'hydrogène, on est aussi, même si ça fait très longtemps qu'on développe de l'hydrogène, on en est au début. Après, bon, un véhicule électrique et un véhicule hydrogène sont très proches. L'hydrogène est souvent utilisé comme prolongateur d'autonomie, mais l'architecture du véhicule, donc chaîne de traction, batterie, etc., reste à peu près la même. Donc, moi, je vois pas vraiment d'opposition, je vois surtout un complément. Après, il y a des choix qui sont faits. Si certaines villes
une ville, imaginons, qui a fait le choix depuis très longtemps du gaz, a déjà toutes ses infrastructures totalement chamboulées pour passer en électrique, ça fait pas beaucoup de sens. Après, je pense qu'il faut plus regarder voilà, aux utilisations, aux performances, aux évolutions techniques aussi, parce que faut pas oublier que les évolutions techniques, c'est ce qui va permettre aussi de faciliter les choix. Demain, vous avez un bus électrique, par exemple, qui peut faire 300 km sur l'ensemble de sa durée de vie et être rechargé en 5 minutes. Il n'y a plus vraiment de sujet, ça répondra à l'ensemble des demandes. Donc après, voilà, il y a des choix, il y a aussi des niveaux d'émission, de disponibilité technologique. Donc voilà, moi je vois pas vraiment en tout cas aujourd'hui, je vois pas vraiment d'opposition. Il faut surtout chercher des compléments. Et puis voilà, à partir du moment où on peut pas répondre à tout, je pense que tout ce qui permet d'améliorer l'atmosphère en tout cas et l'air respirable pour les habitants, c'est quelque chose de bien. Voilà. Après, il y a aussi la question de l'avitaillement. Faut pas oublier que, de faire venir du gaz, fabriquer de l'hydrogène ou avoir des très fortes puissances en électricité, ça pose des questions et ça demande un travail en amont de mise à disposition justement de l'énergie pour l'avitaillement des véhicules. Voilà, si on parle de 5-10 véhicules, pas de problème, vous pouvez faire de l'hydrogène ou autre, il n'y a pas de souci. Dès qu'on parle par contre de flottes de 150, 200, 300, 500 véhicules, ou des flottes, je vois l'exemple à Shenzhen, là où ils ont mis en place 10 000 véhicules électriques pour leur flotte de transport en commun, c'est plus du tout le même sujet. Donc le sujet, il est surtout là aujourd'hui, c'est la question de qu'est-ce qu'on est capable de mettre à disposition en énergie, les infrastructures de charge. Bon, les autonomies, on le voit aujourd'hui, les collectivités, même les exploitants, on se pose plus trop la question de est-ce que le véhicule va réussir à faire l'autonomie. Mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on amène en termes de chargement. Et puis bon, après il y a aussi un aspect. Moi, je suis très opérationnel. Vous prenez un dépôt de bus, demain faire cohabiter, vous avez imaginons 100 véhicules. Si vous mettez un tiers gaz, un tiers hydrogène, un tiers électrique, ça va être un peu compliqué à gérer pour le réseau de transport et pour l'exploitant. Donc, faut aussi réfléchir à tout ça. Et François Gatineau, vous mentionniez tout à l'heure les métiers donc qu'on va devoir former pour suivre la décarbonation des mobilités. Lors de nos échanges, vous mentionnez 2000, la formation nécessaire de 2000 électriciens IRVE pour pouvoir atteindre l'objectif de 100 000 bornes de recharge fin 2021. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce aspect ? Déjà, je voudrais juste dire que c'est pas ce qu'a annoncé le président, c'est pas 100 000 bornes de recharge pour fin 2021, c'est 100 000 points de charge. C'est toute la différence parce que l'enjeu n'est pas le même. Vous avez plusieurs points de charge sur une même borne, en fait, techniquement, donc ça réduit l'équation. En fait, je me suis prêté, ainsi que plusieurs de mes pairs, un petit exercice pour pouvoir se dire, mais en termes de projet, en termes opérationnels, pour installer toutes ces nouvelles bornes, on en a 30 000 points de charge actuellement, ouverts au public. Donc, c'est des points de charge ouverts au public, donc ça peut être sur un domaine privé ou sur un domaine public, dans une collectivité ou un parking commercial, par exemple, ou un parking qui est payant mais accessible au public. Donc, pour cela, le bref calcul que j'ai fait dit qu'en 1 an et demi, c'est le temps qui nous reste, il faudrait 2000 techniciens d'installation en plus de ceux qu'il y a déjà, et en plus de ceux qui viendront, parce que l'installation dans les entreprises, l'installation dans le privatif va continuer. Donc ça veut dire un bel enjeu. Et pour pouvoir installer une infrastructure de recharge, il faut avoir une certification qu'on appelle IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, qui est obtenue après formation. Donc tout ça doit se mettre en place. Ça veut dire qu'il y a une structuration de la filière de formation qui doit être faite pour pouvoir réussir tout ça. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi tous les raccordements électriques. Donc il faut du monde aussi pour pouvoir les obtenir. Il faut quelquefois se dire on va peut-être
pas remettre une extension de notre réseau électrique, mais faire les choses plus intelligemment, le reconnecter à de la production ENR locale. Donc là, ça veut dire qu'il y a des solutions plus packagées à monter avec de l'intégration de stockage, l'intégration de panneaux photovoltaïques ou éoliens, voire autres solutions. Dans la filière automobile, maintenir un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène, c'est effectivement des technologies assez proches parce que ça reste des moteurs électriques à traction, ça reste avec une partie des outils de récupération du freinage. Tout ça, sont des véhicules avec des technologies différentes qui se maintiennent différemment. Maintenir un véhicule électrifié, il faut s'habiller différemment, il faut se protéger différemment, parce qu'il y a des risques électriques assez forts pour la sécurité des travailleurs. Donc tout ça, ça change la façon de travailler, de construire le véhicule, de le maintenir, d'exploiter toute l'infrastructure qui est importante, qui est différente d'une structure de type carburant-essence. Voilà. Merci. Alors, Camille, je souhaitais revenir un peu sur le rapport du financement, sur votre rapport sur le financement de la mobilité décarbonée. Vous y présentez des exemples internationaux de leviers pour financer cette mobilité. Et vous dites une chose intéressante, c'est qu'il faut à la fois il faut que les modèles de financement du futur jouent à la fois sur le signal prix et l'affectation des recettes. Et vous prenez l'exemple des ZFE, des péages urbains. Alors, c'est une question un petit peu provocatrice. En ce moment, on est en train de mettre en avant les ZFE, mais vous semblez-vous remettre un petit peu en question la capacité des ZFE à générer des recettes et vous l'opposez au péage urbain. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette comparaison, sur les leviers pour financer la mobilité décarbonée? Ouais, effectivement, je suis peut-être habitué aux questions provocatrices, mais effectivement, pour revenir sur le sujet du financement de la mobilité, et peut-être à la genèse des constats qui font qu'aujourd'hui, il y a un sujet autour du financement de la mobilité. Tout d'abord, peut-être rappeler qu'aujourd'hui, financer la mobilité, c'est pas anodin. On ne parle pas uniquement de financer le futur et la décarbonation de la mobilité. Ça répond à 3 enjeux. Le premier, ça va être de maintenir l'existant. On l'a vu assez récemment en France, il y a eu un rapport d'une mission d'information du Sénat sur la sécurité des ponts qui indiquait que près de 10% des 250 000 ponts en France étaient en mauvais état structurel, donc sur le réseau non concédé, et que cela allait nécessiter je crois que c'était des investissements de 565 millions d'euros par an. Si on prend encore une fois l'exemple de New York, puisque notre prisme a été, vous l'avez rappelé, un prisme international, donc c'est pas une crise de financement uniquement en France. À New York, on a un réseau de transport qui est parmi les plus denses au monde, mais qui aujourd'hui souffre de sa vétusté. Je rappelle que la dernière ligne qui a été inaugurée à New York, elle a été inaugurée en 1940. Depuis, il n'y a que eu des allongements de lignes ou des nouvelles stations qui ont été construites, mais il n'y a pas eu de nouvelles lignes qui ont été construites. Donc, c'est un réseau qui est relativement figé. C'est un réseau qui est aussi assez vieux dans son fonctionnement, des technologies qui commencent à vieillir et dont aujourd'hui le réseau pâtit de cette situation et on assiste depuis 2014, qui est finalement le dernier pic de fréquentation à New York, à une désaffection croissante du réseau et par les usagers et surtout des usagers qui vont se détourner vers de nouvelles mobilités, en particulier vers les VTC, qui ont commencé dont l'utilisation a commencé à croître à partir de 2014-2015. Le deuxième enjeu autour du financement de la mobilité, c'est bien sûr repenser l'existant. On pense bien sûr à la transformation, à la digitalisation de certains services de mobilité, création de services d'information. Et le dernier enjeu, c'est bien sûr de construire l'avenir. Et peut-être l'exemple le plus intéressant actuellement, c'est bien sûr l'exemple du Grand Paris Express. Donc il y a déjà ces 3 enjeux. En même temps, lorsqu'on parle du financement de la mobilité, il faut aussi considérer de nouvelles injonctions qui viennent s'ajouter à tout ça. La première, c'est l'injonction à construire et maintenir des infrastructures et des services qui pourront, être plus résilients. La crise actuelle le montre. On a finalement des réseaux qui n'étaient en France, en Europe, pas préparés à une crise épidémique. On peut parler d'autres types de crises et d'événements extérieurs qui peuvent venir poser des problèmes sur les réseaux de transport. On peut penser notamment aux inondations, au sujet autour de Katrina, par exemple. Et le dernier impératif, et c'était tout l'objet de notre rapport, c'est bien sûr l'impératif de la décarbonation de la mobilité.
je dirais, le point central de notre rapport, ça a été de dire que les deux thématiques du financement de la mobilité et de sa décarbonation, finalement, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est les deux faces d'une même médaille pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la décarbonation, c'est une invitation à repenser notre modèle de financement de la mobilité. Je prendrai l'exemple d'Oslo, qui est intéressant et qu'on a analysé dans ce rapport-là, où Oslo a finalement s'est fixé un objectif dans les années 90 d'une électrification de son parc automobile et d'engager, je dirais, une transition vers la mobilité électrique. Ça s'est accompagné de mesures assez efficaces qui ont fonctionné, puisque les résultats sont là à Oslo et en Norvège plus généralement, puisque 47% des véhicules nouvellement immatriculés en Norvège étaient électriques. Je rappelle qu'en France, on était à 1,93%. Bon, il y a des moyens supplémentaires évidemment en Norvège, mais il y a une politique ici qui a fonctionné. Ensuite, on ne peut pas finalement aborder, je le disais, cette question de la décarbonation sans aborder la question du financement, parce qu'on va devoir finalement construire des moyens, des infrastructures et mettre en place des services, notamment dans des territoires, et je pense particulièrement aux zones périphériques où l'automobile est reine sur les déplacements. Donc, il va falloir construire des infrastructures et des services dans ces zones, et ça va impliquer des financements relativement importants. Et ensuite, c'est qu'on ne peut pas aborder cette question du financement sans intégrer l'enjeu de la décarbonation. Et je prendrai pour ça un exemple assez simple, c'est l'afflux massif de capitaux dans le secteur de la mobilité, notamment de la micromobilité. Lorsqu'on fait le constat qu'il y a finalement peu d'argent dans la mobilité, on peut tout à fait nous dire, non mais regardez, Uber avant la crise, c'était une entreprise valorisée à 60 milliards d'euros, il y a des services de trottinettes valorisés à plusieurs milliards d'euros. Il y a aujourd'hui un enjeu, c'est de savoir si ces services de mobilité-là, que ce soit les services de VTC ou les services de micromobilité, participent à l'effort de décarbonation. Et là, c'est un peu plus complexe à vérifier et parfois, c'est pas sûr. Si les services, par exemple, de micromobilité, de trottinettes ou de vélos en libre-service viennent prendre des usagers des transports en commun, on va être sur un effet négatif, voire neutre. S'ils viennent prendre des usagers à la voiture, on va être sur un effet plutôt positif, même très positif sur la décarbonation de la mobilité. En revanche, et ça a été le cas notamment pour les services de trottinettes en libre-service, si ces services-là viennent prendre sur de la marche à pied et du vélo, on va être sur un effet négatif sur la décarbonation des mobilités. Donc, il y a vraiment un enjeu important des financements de la mobilité qu'on a décidé de traiter dans ce rapport. Vous le disiez, on a traité plusieurs exemples et je prenais, alors c'est peut-être un peu provocateur, mais je prenais effectivement cette comparaison entre les ZFE et les péages urbains sur ce sujet précis, je le rappelle, de la décarbonation de la mobilité. Je prendrai l'exemple de Milan, qui est peut-être le plus intéressant sur le sujet. La ville de Milan a en fait mis en place, alors on l'a pas traité dans le rapport, mais on l'avait traité par ailleurs, avait mis en place en 2008 quelque chose qui ressemblait à une ZFE, qui s'appelait l'Ecopass, et qui en fait était un cordon autour de la ville qui finalement discriminait l'entrée du centre-ville aux véhicules les moins polluants, donc plutôt aux véhicules électriques et des véhicules aux normes euro les plus récentes. Ça a été mis en place en 2008 et ce qu'ils se sont rendus compte à horizon 2010-2011, donc 3 ans plus tard, c'est que cette ZFE, ou en tout cas ce système-là, avait dans les premiers mois effectivement permis de réduire les émissions de CO2 des véhicules dans le centre-ville, avait permis de réduire la congestion, mais qu'ensuite il y a eu un mouvement d'adaptation. On parlait tout à l'heure de l'adaptation face au changement et face aux interdictions et à la régulation. Les gens se sont adaptés. Est-ce que cette première mouture de l'Ecopass à Milan a permis finalement, ça a été d'encourager le renouvellement du parc automobile à Milan. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2012, la mairie de Milan a décidé de transformer son Ecopass en ce qu'ils ont appelé l'AREAC, donc en italien ça aurait un autre nom, mais qui en fait est une ZFE, mais qui intègre une dimension péage urbain, où en fait certains véhicules sont autorisés à rentrer, mais les véhicules qui sont autorisés à rentrer doivent payer pour rentrer. Et là, on le voit très bien, il y a deux systèmes. C'est que d'un côté, dans un système et dans une ZFE classique, on va discriminer l'entrée d'une ville en fonction de plusieurs choses. Soit ça va être des normes d'émission, donc typiquement des normes euro, soit un certificat, donc critère, qui est basé sur plusieurs critères en l'occurrence,
Je crois qu'il y a les normes Euro, mais il y a aussi le type de motorisation sur les normes critères. Ce qui est intéressant dans ces EDFE-là, c'est qu'on va effectivement permettre d'avoir un effet direct sur la décarbonation de la mobilité, puisqu'on va tout simplement interdire à certaines personnes de rentrer, mais on n'a aucun effet sur, et c'est l'objet de notre rapport, sur le financement d'alternatives en transport collectif ou en d'autres modes de mobilité, et donc avoir un second effet sur ce financement de la mobilité. Et je reviens sur peut-être un élément qui est important, qui est tout autour de la théorie économique et notamment de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle le double dividende. C'est qu'on peut avoir avec des mesures environnementales deux effets. Le premier effet, c'est tout simplement l'effet que votre action sur le prix va induire sur les usages. Donc, je prends l'exemple d'un péage urbain, peut-être pas celui de Londres qui est assez emblématique et assez biaisé, mais des péages comme dans les pays scandinaves et nordiques, où vous allez avoir une tarification plutôt faible de l'ordre de 1 ou 2 euros pour entrer en centre-ville. Donc, vous allez avoir un effet direct sur la congestion, sur la circulation. Donc, ça, c'est votre premier effet. Mais ensuite, vous allez avoir un deuxième dividende, et ce deuxième dividende qui va permettre la décarbonation, ça va être le financement d'alternatives. Et je reprends l'exemple de Oslo, qui est peut-être le plus intéressant. C'est que lorsqu'Oslo a décidé de mettre en place son péage urbain dans les années 90 et l'a transformé ensuite au milieu des années 90 et au début des années 2000, l'objectif qui était celui du péage urbain, c'était vraiment d'affecter les recettes de ce péage urbain au financement déjà d'infrastructures, mais ensuite du renouveau, je dirais, des transports collectifs à Oslo. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un sujet aussi à voir ici, c'est que il ne s'agit pas uniquement de réguler par l'interdiction, parce que l'interdiction va effectivement nous permettre d'avoir un effet direct sur la décarbonation, mais derrière, je dirais, corollaire de ça, on ne va pas pouvoir financer des offres dont on manque cruellement aujourd'hui, parce que, je le rappelle, on a un sujet aujourd'hui qui va être de financer une offre alternative à l'automobile, notamment en direction des territoires périphériques, et non pas seulement de fermer finalement l'entrée des villes en espérant décarboner la mobilité. Merci. Alors, c'est vrai que nous manquons de temps malheureusement pour tout aborder, pour vous faire tous réagir sur le sujet, mais je voulais peut-être terminer sur la question de la pérennité des mesures. Alors, on a vu beaucoup de mesures d'urbanisme tactique durant la crise, notamment les pistes cyclables temporaires. Est-ce que vous, Jean-Baptiste Jarnet, vous avez mis ça en place à Strasbourg, et quels sont vos retours un petit peu alors en tant que vice-président du CVTC et en tant qu'adjoint au maire, quel est votre retour sur ces pistes cyclables transitoires? Alors, plusieurs éléments. Déjà, il y a eu une dynamique assez inédite dans le monde et qui s'est répercutée en France sur les aménagements cyclables, qu'on peut appeler provisoires, d'urbanisme tactique. Moi, je préfère la notion de transitoire parce que je pense que c'est des aménagements qui doivent derrière être pérennisés. Ce qu'on a observé, avant de parler de Strasbourg au niveau national, c'est cette dynamique, et aussi que c'était une dynamique qui était au final assez homogène, c'est-à-dire qu'il y a les grandes villes qui ont été bien sûr médiatisées sur cette dynamique-là, mais il y a aussi des territoires, y compris ruraux, qui ont mis en place des aménagements cyclables, et puis une mobilisation inédite de différents acteurs. Je pense au CEREMA sur l'appui technique, je pense au Club des bicyclables bien sûr, à la Fédération des usagers de la bicyclette avec le coup de pouce vélo et la révision de 50 € qui est prise en charge pour chaque habitant, et puis Vélo et Territoire sur les comptages et le suivi justement de l'utilisation de ces infrastructures à la fois existantes et nouvelles, et de leur fréquentation. À Strasbourg, on a mis en place quelques aménagements transitoires, peut-être moins qu'ailleurs. Je dis peut-être, d'ailleurs, c'est sûrement moins qu'ailleurs. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que on a moins d'axes à traiter. La deuxième, qui est un peu plus préjudiciable, c'est qu'au niveau de la métropole, le président ne souhaitait pas mettre des moyens sur des aménagements temporaires ou dits d'urbanisme tactique. Donc, il a débloqué 1,5 million d'euros qui servent au final à aménager des pistes cyclables qui sont des pistes cyclables définitives et qui étaient prévues dans notre schéma directeur, mais pas encore financées, donc un financement supplémentaire. Mais cette notion d'urbanisme tactique, elle a un peu grippé à Strasbourg, donc on a fait quelques aménagements, mais moins qu'ailleurs. On en a quand même fait, mais avec à chaque fois la volonté de les pérenniser. Et moi, j'avais mis en garde dans nos échanges aussi au niveau du Club des bicyclables et dans différents échanges au niveau national sur
le fait que quand on fait des aménagements cyclables, c'est du sérieux et c'est aussi sérieux que de faire des aménagements routiers pour la voiture, pour caricaturer, et qu'il y a la question bien sûr de prendre une voie de circulation et de tracer des bandes des bandes de peinture au sol et en couleur pour réserver au vélo, mais on se heurte vite aux questions des carrefours, par exemple, et le CERMA a été très aidant sur la question, mais on a quand même vu parfois des limites. Quand on pense par exemple à toutes les intersections avec les réseaux de transport en commun, ou ce qu'on appelle le STRMTG, qui est un organisme de contrôle de l'État sur les transports guidés, poser certaines difficultés sur le traitement des carrefours, par exemple, au niveau du tramway. Donc, à mon avis, c'est pas une notion miracle, la notion d'urbanisme tactique, mais ça a quand même été un levier pendant la crise. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a à la fois, je le disais, le suivi quantitatif que réalise Vélo et Territoire, qui est une association plutôt sur les départements et les régions sur le vélo, et qui donc fait un suivi, un comptage de la fréquentation des pistes cyclables qui est plutôt encourageante, à l'image de ce que je disais à Strasbourg tout à l'heure. On est sur à peu près 30% d'augmentation de la fréquentation, même si on voit d'ailleurs qu'il y a une fréquentation qui est plus nourrie par l'augmentation le week-end, donc peut-être sur des déplacements de loisirs qu'en semaine. Il y a aussi beaucoup en semaine, mais il y a un phénomène très fort le week-end sur les loisirs. Et puis au Club des villes cyclables, on n'a pas aujourd'hui de données à présenter, mais par contre, on est en train on a mis en place un questionnaire. Le premier, il est à échéance du 30 juin, et donc on va réaliser une analyse plutôt qualitative sur justement quel type d'aménagements transitoires ont été réalisés et quelle est leur pérennisation ou pas, et pour quelles raisons. Donc vraiment un suivi qualitatif. Les collectivités ont jusqu'au 30 juin pour répondre à ce questionnaire qui est anonymisé par défaut. Hein. Donc l'idée, c'est pas de mettre en concurrence les territoires, mais c'est de voir plutôt par catégorie de territoire, entre les métropoles, les territoires ruraux, périurbains ou autres, quels sont les phénomènes qui se dégagent. Donc au 30 juin, une première vague d'enquête qualitative qui sera suivie par une deuxième pendant l'été ou avant la rentrée de septembre en tout cas, et une troisième à l'automne. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment de voir dans la durée et dans l'échange entre les collectivités quel est le devenir de ces aménagements cyclables. Aujourd'hui, si on fait un panorama en France, et j'aime pas trop citer de noms et donner des bons et des mauvais points, mais on voit notamment dans les médias qu'il y a des aménagements qui se pérennisent à certains endroits, et puis à d'autres endroits, des aménagements qui, du fait de la campagne municipale ou d'un retour à la réalité, je ne sais pas, mais sont démantelés et disparaissent de ces villes-là. Donc il faudra analyser les raisons, mais ce que je peux dire a priori et de mon point de vue, c'est que ça fonctionnera là où il y aura une volonté politique qui perdurera au-delà de la campagne des municipales et du déconfinement, et là où c'est un effet d'aubaine par rapport à des aménagements qui étaient anticipés. C'est-à-dire quand on avait déjà un schéma directeur vélo dans un territoire et qu'on accélère l'aménagement avec une phase transitoire sur certains axes, c'est plus facile que quand on n'avait pas de schéma directeur vélo et qu'on fait, entre guillemets, du bricolage à la dernière minute sur certains axes. Donc, à mon avis, la volonté politique qui perdure, et puis l'anticipation et le fait d'avoir un schéma directeur vélo et tout un écosystème vélo dans une politique publique dans un territoire, c'est ce qui aidera à ce que ces aménagements soient pérennes. Étant entendu que, je le disais, si ces aménagements ils ont conquis un nouveau public, les gens qui se mettent à faire du vélo vont continuer à faire du vélo. Donc le besoin qui existait au moment du déconfinement, il sera avéré par après. Donc il faut que les territoires puissent y répondre. Mireille et Pulmer, comment les hyperlieux mobiles, eux, vont pouvoir s'insérer dans dans une mobilité future? Comment peuvent-ils jouer un rôle dans la réponse urbaine? Alors peut-être d'ailleurs, si vous voulez bien passer de ma présentation, vous m'entendez? Moi, je suis intéressée par cette histoire de pérennisation ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a remarqué avec ces formes d'urbanisme tactique, temporaire, etc., moi, je parlerais d'urbanisme d'urgence. C'est-à-dire que pendant la crise, pendant la crise, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu répondre très, très vite à un certain nombre de choses. Et on a vu qu'on a, dans certains cas, remplacé la mobilité des individus vers le service par le service mobile vers les individus. Ce sont des villes qui ont pu organiser ça en termes de services publics de santé, on l'a vu tout à l'heure. Ce sont aussi les hypermarchés qui n'avaient plus personne et qui allaient proposer dans les zones les plus démunies, en tout cas, d'aménités. Et on parlait tout à l'heure de financement. On voit bien que la crise est là et que, sans attendre, il faut apporter des services, de l'accessibilité, des aménités, des biens, des informations à des zones qui sont peu desservies et qui n'ont pas accès à des services de transport.
Là, cette notion d'hyperlieu mobile, pour nous, elle fait sens parce qu'elle peut entrer dans une sorte de boîte à outils de l'urgence. Et de l'urgence au sens, effectivement, de répondre à une situation d'exception, inondation, épidémie, parce qu'effectivement, Camille évoquait le fait que c'est pas la première, c'est pas la dernière, c'est canicule, enfin, c'est toutes ces situations qui font que la vie et la mobilité qui fait partie de la vie urbaine risquent de se retrouver bloquées. Donc, il y a à la fois une boîte à outils pour répondre à l'urgence. Et je pense que là, ces moments, y compris ces décisions qui ont été prises un peu bricolées et qui ne seront pas pérennisées, il faut les évaluer, les garder, les mettre dans sa boîte à outils. Et les services mobiles, il faut les mettre dans la boîte à outils pour l'urgence en grande situation de crise. Mais c'est aussi au service de l'urgence de l'ordinaire, de la vie quotidienne, de l'aujourd'hui. C'est-à-dire, bien sûr, on dit il va falloir mettre des services dans le périurbain. Ouais, on n'arrive pas à payer le transport collectif dans la ville dense. Donc, on voit bien qu'il va falloir inventer des choses dès maintenant. Et peut-être qu'il faut avoir un espèce de ministère de l'urgence, de l'exception et de l'ordinaire. Et donc, ils répondent de cette manière-là avec des formes qui peuvent être inventées. Alors, ce que nous, on appelait hyperlieu mobile, c'était en s'appuyant sur la multiplicité des activités en déplacement ou qui se déplacent vers les personnes qui existent depuis toujours et qui se développent, sont augmentées par la connectivité, par la miniaturisation des objets, par la capacité de fabriquer et de produire sur place. On pense à l'épicerie de village il y a 50 ans. Il y avait moins de produits, c'était pas terrible. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses extraordinaires dans un véhicule. Donc, c'est un challenge pour les véhicules. C'est aussi un challenge pour les transporteurs. Parce que je parlais des autocars tout à l'heure et d'énergie. Peut-être que l'autocar, il pourrait donner un petit peu plus que de transporter des personnes. Peut-être qu'il pourrait être non seulement économe en énergie, mais aussi apporter du service, apporter éventuellement du réseau, d'être capable de s'adapter, de s'hybrider et d'hybrider ses services. C'est cette idée qui est derrière ce concept d'hyperlieu mobile sur lequel on a travaillé justement en regardant comment faire de la production en mouvement. Donc, je vais aller assez vite parce que je sais qu'il faut avoir un débat pendant une demi-heure. C'est la production en mouvement. C'est les écoles nomades. On a vu comment il y a eu, je ne sais plus si c'est de l'ordre de 500 000 enfants exclus du système scolaire. Pourquoi pas imaginer aussi des formes nomades et qui vont vers les personnes pour l'éducation. Ça existe un peu partout dans le monde. On peut faire de l'école de haut niveau, augmenté, avec ce genre de choses. On voit que la mobilité, qu'on critique beaucoup, c'est une valeur et que finalement, y compris dans les zones les plus chics, on peut faire du sauna mobile ou de la méditation dans des autobus au cœur de New York. Il y a quelque chose comme ça. Je parlais des transports. Penser le transport public comme une destination, c'est peut-être lui donner une autre valeur. Travailler sur la qualité du service, qualité de ce qu'on apporte en plus. J'ai vu un magazine qui disait le bus à tout faire. Il faut peut-être penser à tout faire. Et là, on donne une valeur ajoutée au transport. C'est pas seulement, on n'est pas des machines. C'est aussi atténuer le déplacement contraint, la souffrance du déplacement, parce que on peut culpabiliser les gens parce qu'ils se déplacent. Parfois, ils n'ont pas le choix. C'est aller au plus proche des personnes. C'est aussi l'activité mobile ou l'hyperlieu mobile qui est capable de faire lieu de façon ponctuelle, éphémère, sans être obligé de dépenser, j'allais dire, ou d'occuper du foncier, ou d'équiper, ou de bâtir. Mais après tout, on peut fabriquer des villes éphémères. On peut faire hyperlieu, c'est un peu cette idée d'un lieu augmenté, connecté à la fois avec la proximité et le lointain. On a vu l'expérience pour les SDF en Australie où on leur apportait un lavomatique mobile. Vinci a repris exactement la même idée sur les autoroutes pour les chauffeurs routiers. L'autoroute est une ville. Quand la ville s'arrête de faire son service, on a des chauffeurs routiers qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas se laver, etc. Et autour de ce camion lavomatique, on a fabriqué une ville, on a fait mieux. C'est un exemple un peu excessif, mais on peut imaginer dans cet outil de résilience de fabriquer des choses qui soient au service d'un aménagement temporaire, qui soient au service de la proximité pour fabriquer finalement de l'équipement forain mobile au service des zones les plus démunies, voire même pour les animaux. C'est un clin d'œil, les campagnes électorales, on a le souvenir de Mélenchon avec son hologramme dans le bus. Au Brésil, c'est un classique, le grand écran géant et la campagne mobile. Je suis étonnée que ces élections municipales en France, on n'ait pas vu plus d'initiatives alors que les gens ailleurs.
Et puis, je reviens aussi sur les objets. Je crois qu'il y a un fort enjeu parce que parler de péage, parler de subvention, c'est aussi poser la question de la taille des véhicules qu'on laisse entrer dans les villes, encombre, aussi de leur consommation énergétique, pas seulement en roulage, des véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus encombrants. Donc, il faut peut-être penser pas seulement au vélo, tout le monde ne peut pas citer, mais au vélo électrique ou aux petits véhicules urbains légers que défend beaucoup le collège d'Antwerp. Voilà. Et puis la résilience urbaine, c'est les rez-de-chaussée en cas d'inondation. On peut imaginer des rez-de-chaussée qui accueillent des activités mobiles, éphémères pour demain. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Alors, il nous reste 30 minutes pour prendre les questions du public. Alors, donc, Benoît Barbedette m'en a transmis quelques-unes. Alors, je vous propose, alors je vais déjà réduire. Alors, je vous propose donc de prendre peut-être. Alors, vous pouvez voir les questions, vous pouvez lire les questions à droite pour les intervenants, mais je vais vous les dire, mais vous pouvez les lire aussi. Alors, je vais prendre la question d'Hugo Salmon. Alors, que pensez-vous, si elle s'affiche, que pensez-vous de la mise en place de politiques de contrainte de l'usage de la voiture en centre urbain, sans réelle prise en compte des effets rebonds que cela pose? Alors, il y a une sous-question. Est-ce que cela ne met pas en exergue l'inadéquation des périmètres de compétences et des périmètres de pertinence de l'action publique? Qui souhaite intervenir, vous, Monsieur Gatineau? Là-dessus, j'avais une réflexion à vous soumettre. Et il y a dans d'autres pays des choses qui ont été faites justement sur les transformations des mobilités, où toutes les parties prenantes se sont mises autour de la table, c'est-à-dire les startups, le gouvernement, les collectivités, les grands groupes de différentes natures et de filières. Donc, sont tous mis autour de la table pour faire un projet commun et réussir ce projet et lancer des filières avec des bases de données de connaissances, avec des programmes universitaires, des programmes de formation, des investissements, des accompagnements de start-up, etc. Donc ça, c'est le cas, le principal à citer, c'est en Hollande. Ils ont commencé ça en 2010. Ça marche super fort. La plupart des grosses startups qui se vendent actuellement dans le monde de la mobilité sont issues de cette région. Ils avancent groupés. Quand ils arrivent sur un salon, ils sont tous ensemble. Quand ils sont sur un dossier, ils sont souvent ensemble. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce savoir-faire de dire travailler ensemble pour réussir quelque chose. En France, il faut vraiment qu'on prenne exemple là-dessus, parce que je vois pas d'autres saluts que d'y arriver comme ça. Ils ont fait la même chose en Angleterre sur les mobilités depuis un peu moins longtemps. Et là, on commence à voir des effets de déploiement dans les villes et de solutions qui se mettent en place, notamment à Londres, et qui ont des effets vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est pour moi une réponse. Savoir travailler ensemble, c'est quelque chose qui y aurait fort à développer en France. D'accord. Jean-Baptiste Gernet, vous souhaitiez réagir aussi à la question d'Hugo Salmon? Oui. Attendez, le son est coupé. Je vous laisse remettre votre son, allez-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Oui, il y a un exemple concret aujourd'hui qui est celui des zones à faible émission qui ont été évoquées précédemment. Si en zone à faible émission, c'est un engagement au niveau des métropoles, mais c'est encore le pouvoir de police du maire qui fixe les arrêtés de restriction de la circulation en fonction des véhicules critères. Donc il y a déjà un enjeu pour les métropoles de coordonner à la fois un calendrier sur l'ensemble de la métropole et puis d'avoir l'unanimité aussi de tous les maires et de toutes les communes pour pouvoir mettre en place les arrêtés de circulation. Sinon, on aura des zones à faible émission qui seront potentiellement des gruyères avec différentes règles en fonction des communes. Donc, c'est un enjeu assez fort. En même temps, quand on regarde sur les dernières années les politiques de mobilité, si je regarde à Strasbourg, c'est pas une question qui est nouvelle parce que, par exemple, avec le projet tramway à Strasbourg, la révision des sens de circulation et du schéma de circulation, le fait d'interdire le transit en centre-ville, de restreindre la place de la voiture, que ce soit avec le stationnement payant et la réduction du nombre de places de stationnement, encore une fois, la révision du schéma de circulation, etc. C'est la ville-centre qui a imposé à l'extérieur une réduction de la pénétration automobile dans le cœur de métropole et donc un changement des comportements de mobilité qui va bien au-delà de la ville-centre. En même temps, quand on ne met pas de contraintes, et ça c'est mon avis, si on ne met pas de contraintes à la voiture et si on ne restreint pas la place de la voiture, on ne change pas forcément les comportements de mobilité. Donc c'est aussi le rôle, par exemple, d'un cœur de métropole. Le devoir qui va avec et qui est le pendant de ces interdictions-là et de ces restrictions, c'est bien sûr de mettre en place une offre de transport en commun à l'échelle de la métropole et qui soit satisfaisante
satisfaisantes pour tout le monde et qui permettent aux gens qui habitent à l'extérieur de se rendre au cœur de la métropole ou d'aller d'un point à un autre de la métropole. Et puis après, il y a l'enjeu, quand on dépasse la métropole, on retrouve les mêmes effets de bord qu'entre la ville-centre et les autres communes de la métropole. Si on sort de la métropole, il y a aussi un effet de bord par rapport aux communes qui ne sont pas dans la métropole et qui peuvent parfois être des communes plus rurales. Et là, c'est tout l'enjeu de la discussion, mais on pourrait passer des heures là-dessus, mais de la discussion entre les différents niveaux de collectivité et de l'article. Strasbourg, par exemple, à la fois pour la zone à faible émission et surtout pour d'autres enjeux de voir émerger un RER métropolitain ou autre, on a mis en place depuis 2 ans un Grenelle des mobilités qui associe bien sûr l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi la région pour discuter avec les territoires environnants, y compris en intégrant l'aspect transfrontalier vu la position de notre territoire. Mais je pense que c'est effectivement important qu'au-delà des compétences des uns et des autres et des silos, il y ait des lieux de discussion comme les Grenelles de mobilité ou autres pour engager des actions qui soient coordonnées entre les différents niveaux de territoire. Alors, Audrey Roussel voudrait revenir sur la question de la démobilité. Elle pose la question suivante. Est-ce que la vraie question n'est pas plutôt le rapprochement des lieux de vie qui entraîneront une baisse de la mobilité, c'est-à-dire toutes les politiques actuelles, zones commerciales, périphériques, concentration des bureaux, GPE, etc. Qui souhaiterait répondre? Ah, Mireille Appel-Muller, je vous passe la parole. Le problème, ça y est, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Je disais, répondre à la question non, en discuter oui, parce que c'est une vaste question et qu'elle est un petit peu compliquée parce que effectivement, on voit bien que la mobilité, c'est pour ça, c'est pas qu'une question de transport, c'est aussi une question de politique publique, d'aménagement du territoire, dans nos pays de la vieille Europe où, j'allais dire, le bâti, la ville, elle est là, elle est déjà là. Donc c'est plus par la diversification des réponses et la prise en compte de l'hétérogénéité des demandes qu'il va falloir intervenir. C'est les mutations sur les pratiques, c'est pas les mutations sur le bâti. Alors effectivement, la question c'est l'étalement, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est la distance entre le domicile et le travail, c'est comment on peut rapprocher les lieux de vie. On voit bien qu'il y a toute une palette de questions qui vont être évoquées. Est-ce qu'on transforme du bureau en logement? À quelles conditions? Comment? Est-ce qu'on facilite aussi la mobilité résidentielle pour se rapprocher du travail? Mais la mobilité résidentielle, quand on est un ménage, c'est monsieur, c'est madame, enfin, ou c'est les deux, comment dire, chefs de foyer, c'est l'école des enfants, c'est le travail de l'un, c'est le travail de l'autre, c'est les vieux parents à aider d'un côté. Donc, c'est toute une série de critères qui font qu'il y a des arbitrages, il y a des compromis individuels dans ces choix de résidence par rapport au lieu de travail, dont on sait qu'il est de plus en plus précarisé. Donc, on ne s'installe pas forcément quelque part pour être près du travail, puisqu'on risque d'en être licencié ou de changer de travail, etc. Donc, cette question de la mobilité, elle est très compliquée. Mais effectivement, on ne peut pas penser mobilité sans prendre en compte ces dimensions. C'est-à-dire rapprocher, peut-être essayer de rapprocher un maximum. C'est aussi, et ça la crise l'a montré dans les grandes villes, le fait que, effectivement, à Paris en l'occurrence, ceux qui faisaient vivre la ville, et donc qui avaient besoin de se déplacer pour faire vivre la ville, habitaient plus loin, et donc avaient des difficultés. Donc ça pose toute une série de questions de réorganisation, effectivement, du rapport entre le lieu de travail. Donc ça en fait partie, et je pense qu'on peut parler de compromis individuel parce que c'est des choix individuels de localisation, des arbitrages qui peuvent être financiers, mais qui peuvent être d'organisation familiale, etc. Et c'est aussi le compromis urbain, c'est-à-dire que localement, il faut voir comment on fait. Et c'est pas forcément la même solution partout. C'est aussi se dire que dans des zones proches des centres d'affaires ou des centres d'activité, peut-être que les politiques un peu, on parlait de contraintes, contraignantes, pourraient limiter le droit à construire ou la surface individuelle du droit à construire pour densifier un petit peu des parties finalement qui sont à la fois accessibles aux meilleures aménités, mais en même temps réservées qu'à quelques-uns. Donc on voit que ça va être toute une série d'arbitrages. Merci. Alors, Carlos Holguin avait une remarque et une question. Alors, est-ce que... alors, oui, on sait que les voitures donc, viennent des zones périurbaines et non pas des zones denses. Est-ce que la réponse ne serait plutôt de mettre les bouchées doubles sur l'amélioration de la qualité des transports en commun pour inciter les dépendants de l'automobile à prendre les transports en commun?
ceux qui sont dépendants de l'automobile. Donc après, voilà. Alors Camille, je passe la parole. Oui, et effectivement, je pense que c'est le principal enjeu aujourd'hui. Hop, je me remets. Je pense que c'est le principal enjeu aujourd'hui. Le sujet est pas tant d'apporter des solutions de mobilité décarbonée dans des centres urbains denses. Je prendrai l'exemple d'une ville comme Paris ou d'une ville comme Lyon, où on a déjà une présence de transport collectif, de modes de mobilité plutôt de mobilité active qui sont déjà présents. Il convient bien sûr d'agir sur le restant, je dirais, de mobilité carbonée dans ces zones-là, mais il faut aussi regarder la réalité des déplacements. Et effectivement, Carlos le rappelle très bien, c'est que les principaux flux qui abondent les villes aujourd'hui et les principaux flux carbonés, ils viennent des périphéries. Alors après, il y a deux stratégies. La première stratégie, et ça revient à la première question qui avait été posée, c'est est-ce que les villes doivent finalement, je dirais, hisser le pont-levis ou se construire un peu en forteresse et interdire l'entrée de ces véhicules-là. Et après, il peut effectivement y avoir des effets de bord et ça peut être problématique. Je pense que la solution est plus complexe que ça. C'est d'une part, évidemment, d'avoir de la contrainte. Jean-Baptiste Gernel le rappelait, c'est qu'on ne peut pas faire changer les choses s'il n'y a pas un moment un peu de contrainte sur nos déplacements. Mais au-delà de ça, et je le rappelle et je recite l'exemple d'Oslo qui est le plus passionnant là-dessus, c'est qu'il faut essayer aussi de voir et de réfléchir à la bonne échelle et plus seulement à l'échelle municipale sur ces sujets-là. Et pour revenir à l'exemple d'Oslo, c'est que le péage urbain a été décidé non pas par la municipalité d'Oslo, mais par, je dirais, un consortium entre la municipalité d'Oslo et le comté voisin d'Akershus. Et donc là, on voit qu'il y a une initiative qui est plus intéressante puisqu'elle prend aussi en compte, on parlait de gouvernance et de jeu d'acteurs, elle prend aussi en compte les besoins des habitants des périphéries. Et ce à quoi ça a amené, je dirais, cette gouvernance entre le comté voisin d'Akershus et d'Oslo, c'est que les efforts de financement des transports collectifs, ils ont été portés vers les zones périphériques, notamment vers les zones où les gens se déplacer finalement majoritairement en voiture. Donc je pense qu'il faut effectivement mettre les bouchées doubles. Je ne sais pas si c'est seulement de mettre les bouchées doubles parce que parfois il n'y a tout simplement pas d'offre. Mais c'est une réflexion assez complexe de construire une offre alternative compétitive, je tiens à le dire quand même, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois qu'il y ait un bus, parce que quand vous avez d'un côté un déplacement qui va faire 1h10 en bus ou en métro, compilé métro, et de l'autre côté un déplacement qui fait 25 minutes en voiture, le choix il est assez vite fait. Mais ça va être déjà de construire une offre compétitive et après, ça va être aussi de réfléchir à tous les autres sujets dont on a parlé. Il y a bien sûr un sujet de logement, d'endroits où sont installées les activités, donc c'est vraiment un sujet assez complexe. Alors, je pense qu'on va prendre une dernière question, puisqu'après, on va devoir conclure malheureusement beaucoup de sujets. Donc, Claude Escala se demande comment gérer les risques liés à la montée en puissance des modes actifs. Vous avez rappelé ce qu'étaient les modes actifs tout à l'heure, et les nouveaux services de petite électromobilité, trottinette, vélo, et les conflits avec les transports en commun urbains, les voitures, les motos. Donc, est-ce que l'efficacité des transports en commun peut être détériorée à part les modes actifs, les nouveaux services de mobilité et les modes actifs? En gros, vraiment la question aussi, c'est aussi une question que je vais vous poser, du partage de l'espace urbain entre une prolifération de nouveaux services. Il y a un moment donné où il faut partager l'espace. Qui souhaite apporter une réponse en tout cas, effectivement, pas apporter une réponse, mais alimenter le débat. Une réponse, c'est compliqué. Alors, voilà. Oui. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les transports en commun et les mobilités actives. Si je prends encore une fois l'exemple de Strasbourg, il y a plutôt une dynamique vertueuse et réciproque entre les deux. C'est bien l'aménagement du tramway à Strasbourg qui a redistribué l'espace public, qui a réduit la place de la voiture et qui a laissé davantage de place mécaniquement pour les piétons et les cyclistes. Et ce qu'on voyait dans le temps court de la mise en service du tramway au milieu des années 90, c'est qu'il y a une augmentation de la part modale des transports en commun très élevé à Strasbourg, mais ça c'est dans le temps court. À moyen terme et à long terme, il y a bien une augmentation de la part modale du vélo et de la marche à pied.
qui est aussi le fruit de cette redistribution de l'espace public et du fait qu'on réduise la place de la voiture et qu'on apporte différentes solutions aux anciens usagers de la voiture, que ce soit les transports en commun ou les mobilités actives. Après, il y a une deuxième question qui est celle de la micromobilité. Et puis, pour faire simple et prendre un objet en particulier, des trottinettes électriques, par exemple, en libre service, et de ce que ça produit comme effet dans une ville. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la question de savoir si ces engins et les usagers de la trottinette électrique, est-ce qu'ils viennent de la voiture ou des transports en commun, et donc c'est plus ou moins vertueux. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que ça produit dans l'espace public d'une ville. Et si je prends l'exemple de Strasbourg, on a aujourd'hui beaucoup de conflits entre les piétons et les cyclistes qui sont la rançon du succès de la politique cyclable. Aussi le fait que les aménagements sont plus forcément assez adaptés, qu'on fait parfois trop cohabiter des piétons et des cyclistes, et donc qu'il y a des frictions. Si on rajoute à ça des trottinettes électriques qui circulent à 25 km/h, donc souvent plus rapidement qu'un vélo, qui zigzague, etc., on va créer des conflits d'usage supplémentaires. Et surtout, avec quelques trottinettes électriques, c'est une petite gêne, mais si tout le monde se met à faire de la trottinette électrique, la ville, elle fonctionnera différemment et elle sera, à mon avis, moins apaisée que si tout le monde fait du vélo et de la marche à pied. Donc, c'est une vraie question pour les villes de savoir comment est-ce qu'on cadre ces services-là. Nous, à Strasbourg, on a fait le choix d'être très restrictif et d'empêcher autant que faire se peut l'arrivée d'un opérateur de free floating tant qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre en place un cadre réglementaire. On a aujourd'hui avec la LOM un début, ou en tout cas un cadrage réglementaire et la possibilité pour les collectivités d'encadrer un peu l'arrivée de ces services-là. Donc c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut accueillir ces services avec précaution. Ça peut être une alternative supplémentaire à la voiture individuelle. Ça peut aussi être un mode de déplacement qui va prendre de la part modale au vélo, alors que c'est moins souhaitable que le vélo ou la marche à pied, parce qu'on n'est plus dans les mobilités actives, puisqu'on se déplace plus uniquement à la force de son corps. Et donc, il n'y a pas tous les bienfaits, par exemple, pour la santé. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet à prendre avec des pincettes, avec une attention particulière sur l'usage de l'espace public et la cohabitation entre les différents usagers. Alors, très succinctement, est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter une dernière contribution, Mireille Pelmuller? Oui, excusez-moi. Sur l'espace public, je pense que c'est vraiment essentiel ce qui est en train de se passer. On travaille beaucoup sur cette question du partage de la rue. Et on est encore dans un espace où il va falloir organiser, structurer des formes de compromis autour des conflits d'usage de la rue, comme espace de flux, mais aussi comme espace public, comme espace de résilience. Hein. On a vu aussi comment la rue avait été utilisée pour même fabriquer du gel hydroalcoolique dans la pharmacie. On a fait des situations comme ça un peu incroyables. Est-ce qu'on peut, au nom de la vertu, d'interdire? C'est compliqué. On a vu aussi pendant la crise, certains des gros opérateurs trottinettes électriques ont été rachetés, se sont reconfigurés. Donc on voit qu'il y a des espèces d'effets avec des levées de fonds considérables, où on occupe des grandes métropoles et puis tout à coup ça disparaît ou ça se régule. Et il va falloir, je pense qu'effectivement le rôle des villes va être hyper important. On a parlé du vélo et les conflits d'usage entre le vélo et les piétons. Le vélo n'est pas que de la vertu. Enfin, ne donnons pas de la vertu à l'objet. Ça paraît un peu dangereux parce que, effectivement, il faut parler des marcheurs, des piétons, des corps fragiles dans la ville. En fait, la question, c'est la cohabitation d'une diversité de situations, de déplacements, où il peut y avoir des personnes âgées, des gens un peu fatigués, ou des gens, etc., et qui se retrouvent dans des encombrements, dans des rues qui ne sont pas extensibles. Le trottoir, qui était un peu protégé, va abriter toute une série de choses, la robotique de logistique qui arrive, les stationnements de sites, etc. Et qu'on est dans une phase où on est dans une nouvelle ère des mobilités. Il va vraiment falloir penser en termes de régulation, en termes de cette nouvelle culture urbaine des mobilités. Et là, on parle vraiment des villes-centres, parce que la trottinette, elle ne se pose pas de la même manière à Vierzon. Et nous ne focalisons peut-être pas sur ces situations. En revanche, facilitant partout où c'est possible, transformation qui facilite la marche, les passages d'espaces publics rassurants, qui facilite l'usage du vélo ou vélo électrique, peut-être de tout petits véhicules. Je pense que l'idée, c'est comment, dans une société tellement individuée, il y a un tel besoin d'autonomie, concilier ce désir d'autonomie dans les déplacements, dans les mobilités, pour donner une dimension de plaisir et pouvoir s'en défaire quand c'est une contrainte, avec des moyens qui soient quand même respectueux de l'intérêt général. Et c'est dans cette espèce de compromis permanent où, effectivement, il va falloir contraindre dans des villes hyper denses, il va falloir inciter ou implanter dans des villes qui le sont moins. Et la question quand même de l'encombrement, elle est en France en tout cas,
très limité à 2-3 métropoles. Eh bien, merci à tous. Il me reste à conclure et à vous remercier pour toutes vos interventions. Alors, on a abordé beaucoup de sujets, on n'a pas pu tout aborder, c'est un sujet très vaste. Donc, merci à vous, François Gatineau, Camille Combes, Jean-Baptiste Gernet, Mireille Appelmüller et Julien Barry. Alors, vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre site internet, ainsi qu'un compte-rendu publié très prochainement. J'en profite aussi pour dire que nous organisons le 3 septembre à l'Institut Léonard de Vinci un petit peu la suite de ce webinaire. Voilà, une fois que les équipes électorales seront installées, nous reviendrons un petit peu sur les sujets. Et écoutez, merci à tous et vous retrouverez très prochainement Et cet après-midi, oui, Benoît me fait dire aussi, cet après-midi, effectivement, ça se poursuit avec plusieurs webinaires ainsi qu'une plénière. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et bon appétit, bien sûr. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bon, écoute.